Très bien. Oui, vous m'entendez, donc oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va aborder un thème qui est celui un peu de l'agroécologie. Alors, j'ai écouté attentivement ce qui vient d'être dit, et je découvre que par rapport à d'autres régions, vous êtes parfois plus en avance que d'autres sur les questions qu'on va évoquer. C'est plutôt rassurant. Donc, on va voir, je vais vous parler d'agroécologie, ça demande une définition, mais le thème, c'est quand même le changement climatique, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Et est-ce qu'il serait possible pour des agriculteurs de pouvoir à la fois s'adapter à ces nouvelles conditions et contribuer à son atténuation? Je crois que c'est un peu ça le thème. Alors allons-y. Les chiffres, alors je présente très peu de chiffres. Mais c'est vrai que quand on parle donc de réchauffement climatique, on pense au gaz carbonique. Et il nous faut être très honnête, ce qui est à l'origine du réchauffement climatique, c'est bien le gaz carbonique. C'est le gaz carbonique surtout de l'industrialisation. C'est beaucoup moins vrai pour l'agriculture. Mais on verra quand même que c'est, pour ce qui est des contributions de l'agriculture au réchauffement climatique, le gaz carbonique vient seulement en troisième position. Il y a deux autres gaz dont on parlera, le méthane et le protoxyde d'azote, qui ont des effets bien supérieurs, en tout cas chez nous. Mais vous allez voir, il y a quand même encore quelques surprises. Donc on a coutume évidemment de dénoncer évidemment l'emploi d'énergie fossile, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et vous voyez comme va apparaître ici aussi la déforestation. Alors il va de soi qu'il y a donc bien plus d'un siècle, c'était surtout la déforestation qui était à l'origine des émissions de gaz carbonique, parce que c'était les périodes de défrichement. C'est encore des périodes de défrichement. C'est parfois on abat, on brûle, on met en culture, et quand même, tout le carbone qui était dans la forêt, parfois, il a disparu. La question reste encore d'actualité, on le verra, notamment à l'échelle internationale, mais nous sommes quand même très concernés, parce qu'il se peut que quand nous consommons des poulets bas de gamme, élevés avec du muscle de soja brésilien, eh bien, nous contribuons à déforester la forêt amazonienne. Ce n'est pas chez nous, mais ça contribue quand même au dérèglement climatique. Donc on va devoir s'interroger sur notre consommation et sur les conséquences que ça a sur le réchauffement climatique. Alors pour ce qui est de la France, ce n'est pas les chiffres moyens pour le Pays Basque, pour être très honnête. Mais voilà, on a coutume, d'ailleurs, le chiffre français n'est pas forcément très différent du chiffre mondial, de considérer que l'agriculture peut contribuer à peu près à 25% de ce dérèglement climatique avec ses émissions de gaz à effet de serre. Quand on prend l'agroalimentaire, ça nous amène presque à 33. C'est-à-dire que agriculture plus industrie agroalimentaire, ça correspondrait presque à l'échelle mondiale à un tiers des émissions en équivalent carbone à la contribution au réchauffement climatique. Mais voilà, donc l'agriculture est responsable de plusieurs gaz à effet de serre, un peu de CO2 pour ce qui est de la France. En France, comme il y a plutôt de la friche, et c'est parfois la forêt qui reprend ses droits sur des terres agricoles, en France, vraiment, le gaz carbonique intervient en troisième position. À l'échelle mondiale, il intervient en première position pour ce qui est la contribution de l'agriculture. Et en France, ça ne vient qu'en troisième position. Mais par contre, on va devoir s'intéresser sur, évidemment, le méthane. Alors, je cite les rizières, mais évidemment, ce n'est pas le cas chez nous, c'est pour très peu. Mais c'est surtout le rumen des ruminants, le rot des vaches, émet du méthane. Et le méthane, vous le savez sans doute, est, alors, en équivalent carbone, on dit 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. C'est-à-dire, en fait, il est très réchauffant, mais comme il dure moins longtemps, quand on parle en équivalent carbone, c'est une moyenne annuelle. Mais donc, c'est quand même, ça contribue à l'unité de poids de volume à 28 fois plus. Et puis, on parle trop peu du protoxyde d'azote quand on évoque les questions de réchauffement climatique. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui, alors, je pense, en France, peut-être en moyenne, ou chez vos voisins Béarn plutôt qu'au Pays Basque, mais quand même, le protoxyde d'azote, on va devoir en reparler, il est 290 fois plus réchauffant en équivalent carbone que le gaz carbonique et vient à égalité avec le méthane quasiment pour ce qui est de la contribution française. Voilà, alors allons-y. Alors, juste pour vous dire qu'on n'est pas les plus affectés, donc quand c'est clair, c'est faible. La France, pour l'instant, est quand même faiblement affectée du point de vue de la vulnérabilité de ce réchauffement et de ce dérèglement climatique. Mais par contre, vous voyez qu'il y a toute une gamme de pays plutôt tropicaux, pour être honnête, qui sont très, très affectés, à la fois par le réchauffement, mais plus encore par le dérèglement climatique. On va en reparler. Et du coup, il y a une question quand même dans le choix de nos choix de consommation, choix de production, manière de produire. Il y a quand même une question d'une solidarité. C'est qu'une seule et même planète. Tous les pays contribuent au réchauffement et au dérèglement climatique. Et on va devoir essayer de trouver des solutions qui sont compatibles avec le plus grand nombre des humains sur la Terre. Alors allons-y.
Bon, on parle de réchauffement climatique, donc c'est l'accroissement de la température globale. Donc réchauffement climatique, il faut toujours dire global, parce qu'effectivement, dans un réchauffement climatique global, ben, il peut y avoir des années, il peut y avoir des mois, il peut y avoir des semaines où on se les gèle. Enfin, je veux dire, où c'est gravissime, c'est tout le contraire. Oui, je ne suis pas très correct, mais le climat, donc, derrière le réchauffement climatique, il y a surtout un dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique, ben, vous le savez, c'est une intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes. Le Pays Basque n'en a pas été exempt. Hein. J'entends qu'il y a 2 ans, c'était la sécheresse. J'ai entendu parler de brûlis quand même d'une forêt. Et puis, cette année, vous avez vécu plutôt le trop d'eau. Enfin, c'est pas bon, ni la sécheresse, ni le trop d'eau. Sachez que le trop d'eau, d'ailleurs, de pluie, ça peut être un manque d'eau disponible pour l'agriculture ou d'autres usages. Donc on va devoir s'en attendre parce que l'eau s'écoule trop vite vers les rivières, vers la mer et ce genre de choses. Ça n'a pas été emmagasiné dans les sols. Donc attention, le trop d'eau, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Quand ça recharge les nappes phréatiques, on est peut-être très content, mais en règle générale, le trop d'eau, c'est de l'eau qui circule, qui érode les sols, qui ne nous satisfait pas. Alors allons-y. Climat de plus en plus aléatoire. Et quand je dis aléatoire, c'est même chaotique. Alors, tout honnêtement, le réchauffement climatique, d'abord, nous avait été prédit. C'est qu'il fut une époque où il y avait certains, y compris un scientifique, je crois, enfin, il y a plusieurs, qui avaient contribué à dire climato-sceptique, c'est vrai, ce n'est que de la modélisation, ce n'est que de la prédiction. Aujourd'hui, c'est avéré. Donc, on est très clairement, c'est un peu comme le chlordécone en Martinique, c'est un autre sujet, on s'éloigne, mais il y a des fois, les scientifiques prédisent, modélisent même, c'est-à-dire entrevoient en fonction de la teneur en gaz carbonique, en fonction de la teneur du méthane, en fonction de la teneur de protoxyde d'azote, entrevoient et modélisent à peu près de combien va être le réchauffement. Et tous les rapports du GIEC sont justement alors, des synthèses de publications scientifiques dans les revues à comité de lecture de rang A, et ils en font la synthèse, et c'est vrai que ça nous avait donc été prédit. Aujourd'hui, maintenant, c'est avéré, et on est obligé de revoir un peu la modélisation à la hausse, c'est-à-dire que ce qui était considéré comme un plafond est devenu un plancher. Et y compris, je ne vous cache pas, les prochains rapports avec ce qui se passe dans la toundra en question et les dégagements de méthane que ça dégage, on s'interroge si on ne va pas devoir encore revoir les prévisions à la hausse. Donc voilà, climat de plus en plus aléatoire, climat de plus en plus chaotique, donc risque et incertitude, ben, ce n'est pas sans risque et sans incertitude pour les agriculteurs qui vont devoir s'adapter et à qui on va demander de contribuer pour enrayer tout ça. Voilà, alors déjà, vous commencez à le devenir, on parlait de résilience tout à l'heure, alors là, effectivement, hein, est-ce que l'intérêt de l'agriculteur est de vouloir toujours spécialiser sa production, n'en dépendre que d'une seule, pour gagner des parts de marché, être compétitif sur le marché mondial, et ce genre de choses, quitte à ce que quand il arrive un accident climatique, ce soit la faillite totale, je veux dire, la résilience, si on pouvait mettre en place des systèmes de production agricole qui permettent aux agriculteurs, justement, de diversifier leurs activités. Un vieil adage paysan, c'était « mettons pas tous les œufs dans le même panier ». C'est quand même un vieil adage paysan. Oui, l'agriculture moderne de demain, si on veut être sérieux, ça va être une agriculture beaucoup plus diversifiée que ce à quoi nous nous sommes accoutumés dans un grand nombre de régions. Alors, peut-être que le Pays Basque, justement, est déjà un peu moins spécialisé que d'autres régions. Je pense que c'est déjà un atout qui est le vôtre. Voilà, fréquence et intensité accrue des accidents climatiques extrêmes, sécheresse, inondation, donc cyclone, ce n'est pas encore tout de suite pour le Pays Basque, mais il y a des régions, Haïti et ailleurs. En tout cas, les canicules, vous en avez connu, les sécheresses, les feux de forêt, tout ce qui en résulte. Et puis, je vous dis tout de suite, quand on va en Pyrénées-Orientales, hein, donc de l'autre côté des Pyrénées, eh ben, ce n'est pas génial. Hein. Là, vraiment, on apporte de l'eau en bouteille à des villages qui n'ont plus accès à l'eau du robinet. Donc, les conflits d'usage, la ressource, hein, alors, ce sera la ressource en eau dont on va beaucoup parler, c'est quelque chose de fondamental pour essayer de permettre aux gens de s'adapter à tout ça. Voilà, précipitation avec le plus grand. Alors, c'est la variabilité interannuelle. Ben, vous le savez, il y a eu des années de sécheresse, il y a eu des années, au contraire, de beaucoup d'eau comme cette année, et ben, ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Et même s'il y a un chiffre moyen de pluviométrie qui restera, enfin, il va changer aussi un peu, mais c'est surtout les aléas. Ce sera soit trop d'eau, soit, enfin, de plus en plus souvent, soit trop d'eau, des années avec trop d'eau ou pas assez. Ce sera aussi une variabilité intra-annuelle, c'est-à-dire que la période des pluies, ben, alors là, je veux dire, moi, j'habite Montpellier, alors je suis normand, je voudrais vous dire, je connais trop peu le Pays Basque, donc vous pourrez me faire toutes les critiques d'usage, mais j'habite aujourd'hui Montpellier, ben, je vais vous dire, à Montpellier, on est surpris. Hein. Les pluies sévenoles de l'automne sont arrivées au printemps.
Et on n'est pas préparé, hein, je veux dire, il faut être très clair, on n'est pas assez préparé à de telles variations interannuelles, intra-annuelles et évidemment spatiales. Alors vous là, vous êtes au courant, notamment quand on parle de gros orages. Alors moi je ne sais pas en ce moment, hein, moi je regarde les écrans et je vois que tous les jours, on me raconte ici ou là des inondations qu'on ne le soupçonnait pas. Ben, parfois c'est parce que quand il y a un orage, ben, l'orage il reste, il ne se déplace pas. Donc, d'un point de vue spatial, il peut faire très sec ici, quelques kilomètres plus loin, trop d'eau. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Ça va, vous avez encore le moral? Alors, allons-y. 2 défis majeurs, je le disais, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation du réchauffement climatique. Alors, l'adaptation, alors la chance aussi quand même, il y a des bonnes nouvelles hein, qui vont être émises, c'est que, au fond, les techniques les plus à même d'aider les agriculteurs à s'adapter à ce réchauffement et à ce dérèglement climatique sont souvent les mêmes techniques qui leur permettront d'atténuer ce dérèglement climatique. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Et puis, dans les débats qu'on a eus antérieurement dans les tables rondes, il y a toujours la question écologie et économie. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, mais quand même, une des bonnes nouvelles, mais c'est quand même à moi de vous le démontrer, c'est que un certain nombre de techniques qui permettraient aux agriculteurs de contribuer aux 2 choses, hein, s'adapter eux-mêmes et atténuer au réchauffement climatique, d'un point de vue macroéconomique. Alors on va dire, je pense pour le Pays Basque, mais y compris pour le revenu national net en France, eh bien, ça va de pair. Mais par contre, on va voir que le gros problème, c'est que pour l'intérêt privé des agriculteurs, là, ça va être très exigeant au travail, ce sera artisanal, ce sera moins industriel, et là, il faudra bien rémunérer le travail. Mais c'est vrai que dans l'esprit de compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut produire toujours au moindre coût des produits standards et spécialisés, alors là, par contre, ça va à l'encontre de ce à quoi on s'est trop accoutumé. Et donc, il faut quand même le dire, on va parler d'une vraie révolution agricole, vous allez voir que c'est quand même un changement assez considérable de technique agricole qu'il convient de mettre en place. Ce n'est pas aux dépens de l'intérêt national, enfin, en termes de revenu national net, y compris après les calculs, on pourra avoir en équivalent carbone, on pourra avoir en moindre consommation d'énergie fossile, en moindre érosion des sols, en moindre pollution des eaux. En fait, tout ça, d'un point de vue macroéconomique et macroécologique, ça va aller de pair. Mais par contre, effectivement, pour l'intérêt de l'agriculteur, il ne faudra pas oublier de rémunérer son travail. Et la question va être évidemment, ce sera pour le débat, comment? Voilà. Alors la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le gaz carbonique. Alors je l'ai déjà un petit peu dit. À l'échelle mondiale, c'est la principale contribution de l'agriculture. À l'échelle française, ça vient en 3e position. Mais, attention, je le disais tout à l'heure, quand nous consommons des poulets bas de gamme, nous contribuons à déforester la forêt amazonienne, et là, ça contribue au gaz carbonique. En France, le dégagement de gaz carbonique, c'est bien sûr la consommation comme des carburants, hein, donc pour la motopompe, pour le tracteur, pour la moissonneuse-batteuse, mais même on voyait sur les graphes là tout à l'heure, ça correspond, c'est un très faible pourcentage. L'agriculture la participe pour très peu, hein, il faut être très clair. Et alors ça peut être aussi le labour, on en reparlera, parce qu'il y a du carbone dans l'humus des sols. Quand vous aérez exagérément un sol, vous oxydez peut-être exagérément, alors là, il y a de vrais débats aujourd'hui hein, sur ces questions-là, vous oxydez exagérément le carbone qui a été piégé dans l'humus des sols et il retourne trop vite à l'état de gaz carbonique. Donc là, il faudra être très prudent. Mais en fait, pour être très honnête, on va voir que pour en tout cas la contribution au réchauffement climatique, on va voir, ça va être plutôt les engrais de synthèse qui vont être le principal problème. Alors le méthane, ça on va devoir en parler, hein, c'est un peu le fumier, mais surtout le rumen des ruminants. À l'étranger, c'est les rizières, mais pareil, faisons très prudents. Quand on dit c'est la rizière qui est coupable pour le méthane, il n'y aurait pas de rizière, ce serait un marais, hein, et il y aurait autant de méthane. Donc il va falloir toujours, dans nos analyses, regarder les solutions et peut-être un peu ce qu'on appelle le coût d'opportunité, les occasions perdues. Mais voilà, donc on regardera toujours, il faut toujours regarder les alternatives. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Ou si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc ça va être ça. Le méthane, pour l'essentiel, c'est l'élevage, et c'est l'élevage de ruminants. Et puis le protoxyde d'azote, dont on parle trop peu, N2O, pour ceux qui adorent la chimie. Et là, c'est quand on dépend les engrais azotés de synthèse. Et là, je vais vous dire très clairement, le vrai problème de l'agriculture française en termes de contribution au réchauffement climatique, notamment dans les régions céréalières, sont très clairs, c'est l'épandage des engrais azotés de synthèse. Vous êtes au courrant, hein, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium. Vous êtes au courant que l'usine de Toulouse a explosé et on ne l'a pas reconstruite. Pourquoi? Parce que le gaz de lac, il n'y en a plus, ou trop peu.
donc il faut extraire. Donc c'est très consommateur en énergie fossile. Vous savez qu'aujourd'hui, on en parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure et les prix des céréales et autres. Et ben, quand est intervenue la guerre en Ukraine, on s'est vraiment interrogé. Moi, j'ai les souvenirs, hein, c'est il y a donc 2-3 ans, mais on discutait entre l'Allemagne et la France si on allait devoir couper l'électricité en plein hiver, on craignait ça, ou si on allait cesser d'arrêter les usines qui fabriquent les engrais azotés de synthèse. Les engrais azotés de synthèse sont très coûteux en énergie fossile, du gaz naturel, hein, et je vous dis russe pour vous faire peur, ou ça peut être norvégien, ou le gaz naturel liquéfié, mais c'est aussi très consommateur d'énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote. Donc je suis en train de vous dire, c'est désuet, c'est obsolescent. On va devoir au plus vite, y mettre fin. Voilà. Et du coup, la bonne nouvelle aussi, c'est que l'agriculture pourrait être, et peut être, très clairement, aussi l'occasion de séquestrer du carbone dans la biomasse d'abord, qui s'accroît. Ça peut être l'arbre qui pousse et dans le bois de l'arbre en question. Alors la question, c'est on va le brûler après, ou est-ce qu'au contraire, on va faire des bâtiments en bois qui est quelque chose d'imputrescible. Et puis ensuite, dans l'humus des sols, on va le voir, c'est 50% de carbone. On verra aussi, c'est 5-6% d'azote. On va en reparler. Mais voilà, je crois que c'est les deux défis majeurs. Et au moins, ce qui est bien, c'est que réduire les émissions de ces trois gaz va aller quand même de pair avec une plus grande résilience des revenus et des écosystèmes. Alors, l'adaptation, réchauffement climatique, et bien, la première chose auquel on pense, puisque ça se réchauffe, la vigne, elle va aller plus au sud. Et puis les cerisiers, on va pouvoir les cultiver plus haut dans la montagne. C'est simpliste. Alors, c'est pas faux. Je veux dire, on voit déjà des gens qui investissent dans les vignes, dans les îles britanniques, j'en conviens, qui anticipent déjà un petit peu ça. Mais l'affaire est beaucoup plus compliquée. C'est hyper compliqué. Et là, on est souvent un peu sans solution. Parce que ce n'est pas seulement les plantes domestiques auxquelles il faut s'interroger, mais c'est aussi les plantes sauvages, les animaux sauvages, c'est les interactions. Ces plantes qu'on a et qu'on adapter un écosystème à un niveau de température et à un climat particulier. Ce climat est en train de changer. Certes, on peut éventuellement remonter plus au sud, remonter plus en montagne, mais c'est aussi tous les autres êtres vivants, microbiens, vers de terre, espèces sauvages, espèces domestiques, qui vivent encore en interaction avec nos cultures. Est-ce que ça migre autant? Et là, on commence à avoir des résultats. Par exemple, alors ce n'est pas le Pays Basque en question, mais c'est plutôt, on se déplace vers l'Occitanie. Mais certains oiseaux remontent 250 km, certains papillons 100 km. Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors là, je vous dis tout de suite, pour aussi travailler, j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, qu'on appelait tiers-monde autrefois, je crois que ni chez nous, ni là-bas, les paysanneries sont préparées à gérer ces déséquilibres écologiques en cours, et qui vont s'accroître. Alors effectivement, là, on pense, alors, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais l'idée quand même, elle est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tout ça migre progressivement sans rompre ces interactions? C'est-à-dire, est-ce que les oiseaux pourraient migrer avec les papillons? Alors, en fait, sur le long terme, non. Mais que ce ne soit pas une rupture brutale et que quand les oiseaux ont migré un peu plus loin, il y ait d'autres papillons ou des mutants des papillons qui ont migré un peu plus loin. Mais là, vu la vitesse du réchauffement climatique, c'est quand même vrai qu'il y aura du dégât. Donc il faut quand même se préparer. Et alors on va voir comment dire qu'on serait complètement sans solution. C'est un peu faux, mais ça va être un des aspects les plus difficiles, je ne vous cache pas, de pouvoir relocaliser des espèces, races et variétés domestiques en relation avec les mouvements migratoires aussi d'espèces sauvages. Voilà, alors résilient, effectivement, ça mérite une définition. Moi, quand je vais vous parler de la résilience, je vais parler de la résilience des revenus, c'est-à-dire que quand arrive un accident climatique extrême, que le revenu de l'agriculteur, certes, il est affecté, mais ce ne soit pas la faillite. C'est-à-dire que l'agriculteur puisse se retrouver un état de vie, un mode de vie suffisant et pas tomber tout de suite dans les faillites. Donc là, ça va dans le sens de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour être très clair. C'est-à-dire que c'est un plaidoyer pour une agriculture diversifiée, alors évidemment à l'échelle des pays, Pays Basque, à l'échelle des terroirs, à l'échelle des fermes, des unités de production agricole.
Mais ça, c'est la résilience. Et je vous dis tout de suite, cherchez cette résilience pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier les productions, avec, faire côtoyer des espèces domestiques avec des espèces sauvages et gérer cette complexité-là, je veux dire, eh bien, c'est pas incompatible avec, justement, la résilience des écosystèmes. Parce que les écosystèmes, c'est pareil. Quand arrive une gelée, quand arrive un cyclone, quand arrive un accident climatique extrême, eh bien, les écosystèmes les plus diversifiés, tout le monde le sait, hein, tous les écologues vous le diront, ce sont ceux qui sont les plus résilients, c'est-à-dire qui vont retrouver leur capacité productive en biomasse et autres plus vite qu'un écosystème, un agroécosystème, les écosystèmes agricoles. Quand on parle d'agroécologie, hein, c'est la discipline des agroécologues qui étudient attentivement les écosystèmes qui sont plus complètement naturels, les écosystèmes agricoles, hein, qui ont été aménagés par... Ils ont donc simplifié, évidemment, ces agroécosystèmes pour favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques, hein, l'animal, le végétal et autres. Mais du coup, l'agriculture a tendance à fragiliser ces écosystèmes. Mais par contre, il y a quand même des moments dans l'humanité, et d'ailleurs, où l'humanité était capable d'aménager des écosystèmes pas complètement naturels, donc anthropisés, aménagés par l'homme, mais productifs et durables. Un beau bocage, c'était, et ça peut être productif et durable. Et ce n'est pas complètement naturel. Naturel, ce serait une forêt, ce serait une lande, et ce genre de choses. Alors évidemment, moi qui ai travaillé dans les rizières du pays du Sud, je ne vous raconte pas. La rizière, c'est totalement aménagé par l'homme, sinon ce serait un marais, ou des terrasses, etc. Mais je veux dire, si la Chine, si l'Asie du Sud-Est est aussi densément peuplée, c'est qu'ils ont aménagé très tôt, des écosystèmes très hautement productifs à l'hectare et durables. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu que des malheurs. Mais par contre, je crois qu'il nous faut quand même maintenant être très intelligents. On va essayer de travailler sur ces questions-là. Voilà, système d'activité et de production. Alors, on va devoir parler éventuellement de la pluriactivité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'avenir de notre paysannerie en crise, peut-être qu'une pluriactivité, ça peut, s'il y a des dégâts dans l'agriculture, dans la transformation, le moulin et le pain bio, ou le circuit court, d'autres activités de ce genre, ça peut au moins sauver les choses. Dans les pistes aussi, il y a effectivement variété et races plus rustiques, moins exigeantes. Alors là, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire parce que justement, je pense que l'un des gros problèmes de notre agriculture exagérément spécialisée provient du fait qu'on a... Alors c'était intuitivement, moi c'est ma jeunesse quasiment, hein, je veux dire, vous avez vu que j'ai des cheveux blancs, mais à l'agronome, quand je suis devenu agronome, geste formé, qu'est-ce qu'on lui demandait ? Mettez-nous des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement. Alors, s'il vous plaît, enfin, on verra s'il vous plaît, mais c'était variétés génétiques à haut rendement. Et on a demandé à ces agronomes aussi, alors s'il vous plaît, hein, pas pour 3 km². Hein. Non, c'est du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Pays Basque, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, mais il faut quand même, pour amortir les coûts de la recherche agronomique, il fallait impérativement aussi chercher des variétés végétales ou des races animales, mais en se débarrassant des gènes qui étaient trop porteurs d'adaptation à des conditions trop locales. Alors pour un grand nombre de plantes, je vous le dis tout de suite, on appelle ça la photopériode. Vous savez que vous avez des plantes, y compris des céréales, le riz, qui fleurissent et n'arrivent à maturation que quand, à telle longueur du jour, dans les longueurs du jour et de la nuit, et même est-ce que les jours sont en train de s'accroître comme au printemps ou diminuer comme à l'automne. Donc un riz qui est comme ça ne peut pas être cultivé 2 fois par an, en tout cas pas la même variété, et puis ça ne peut pas être cultivé sous différentes latitudes. Donc très vite, on a essayé d'évincer ces gènes porteurs d'adaptation à des conditions trop locales pour que les variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare puissent être passe-partout et qu'on puisse enfin amortir le coût de cette recherche agronomique, les agronomes payaient trop cher. Et puis on a dit à ces agronomes aussi, on leur a dit faites vite. Alors les agronomes scientifiques, attendez, vous nous demandez de faire des essais multilocaux dans toutes les régions. Et il nous faut, on va être honnête, nous les agronomes, on est honnête, hein, nous les agronomes. On ne va ne qualifier une variété d'améliorée que 95% des fois, elle a donné un rendement supérieur aux autres. Et la marge d'erreur, si un jour on vend des semences dites améliorées, ne peut pas être plus de 5%. Mais alors, arriver très vite, quand on fait des essais multilocaux, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pays Basque, en Alsace, en Lorraine et ailleurs, et autres, je vais vous dire, il faudrait... Le drame,
c'est que précisément, dans un endroit, ça pas, dans nos stations expérimentales, parce que la recherche a été toutes choses égales par ailleurs dans des stations expérimentales. Et du coup, ben, ce sera toutes choses égales par ailleurs. Si on veut vite vérifier que 95% des fois la variété au potentiel génétique de rendement est due à la génétique, il ne faudrait pas qu'à un moment, à un endroit, c'est dommage, la variété au potentiel génétique de rendement, elle a été faible, parce que non pas à cause de la génétique, mais à cause des nématodes. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de nématodes dans toutes les stations expérimentales. Bon, la méthode, c'était 0 nématode, on a employé le nématicide. Il ne faut pas qu'à un endroit il y ait plus de chenilles, insecticides, il ne faut pas qu'à un endroit il y ait plus de mauvaises herbes. Attention, herbe adventice, hein, quand je mets mauvaise herbe, vous mettez des guillemets à mauvais, hein, parce qu'on va voir justement, et améliorer, d'ailleurs, vous avez le droit aussi de mettre des guillemets. Mais voilà, donc 0 insectes, 0 nématodes, 0 races, 0 dites mauvaises herbes, 0 champignons pathogènes, fongicides, tous les produits en CID. Et c'est ça un peu le problème qui nous coûte aujourd'hui très cher par rapport à cette exigence de s'adapter et d'atténuer. Mais c'est que nous avons, oui, des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement, nous avons, oui, des races animales à très fort potentiel génétique de production, mais qui sont adaptées à des écosystèmes dans lesquels il n'y a pas les herbes adventices, dans lesquels il n'y a pas tout ça. Alors évidemment, il y a eu des efforts de fait depuis, hein, après, d'intégrer des gènes de tolérance à tel champignon pathogène, à telle variété dans telle région. Ça coûte très cher, mais c'est un peu parce qu'on a été obligé de corriger ça. Mais effectivement, alors y compris pour être sûr d'amortir les coûts de la recherche, y compris ça a commencé par la recherche publique. Hein. Alors évidemment, quand c'est les compagnies semencières, alors là c'est le profit. Hein. Donc, et du coup, il est clair qu'on a demandé, on a fait en sorte que les paysans ne puissent pas trop échanger entre eux des variétés paysannes, mais soyons clairs, il y a eu une rupture entre la sélection paysanne d'autrefois, des paysans qui sélectionnaient des semences pour ensemencer l'année d'après. Ils choisissaient sur les plus beaux champs, ils choisissaient les plus beaux plants, les plus beaux épis sur les plants et les plus beaux grains sur les épis. Le plus beau, c'était d'abord eux qui décidaient. Les critères de sélection, c'était les paysans qui décidaient. Et effectivement, l'un des critères, c'était je choisis mes graines pour l'année d'après sur les plants qui n'ont pas été attaqués par des champignons pathogènes, qui n'ont pas été attaqués par des insectes, qui n'ont pas été attaqués par tout ça. Et quand vous faites ça sur des décennies, vous avez une multitude de variétés, variétés méritées son nom, variées, adaptées à une multitude d'environnements. Et aujourd'hui, l'agriculture industrielle, modifiez vos environnements pour un faible nombre de variétés. Les seules inscrites au catalogue des semences, parce qu'on a, y compris, obligé à ce que des gens puissent acheter des semences certifiées, les seules. Et du coup, c'est une façon, effectivement, qu'il n'y ait pas trop de variétés, si on veut amortir, hein, si on veut ou rentabiliser la recherche agronomique. Mais intuitivement, l'idée que le haut potentiel génétique, c'était une bonne idée, qu'il fallait faire vite et un peu passe-partout, et bien, y compris, ça a été porté par des agronomes qui n'étaient pas forcément des actionnaires de Monsanto, hein, je l'oublie tout de suite. Mais ça a été... En fait, on va voir que la vraie erreur, la grande erreur, c'est d'avoir misé sur un facteur et tout le reste va devoir suivre. C'est-à-dire un facteur, la génétique, et les environnements, tout, le sol, l'humidité, le taux d'humus, etc., doit suivre. Ça a été une erreur. C'est tout le contraire de l'agroécologie. Et du coup, l'agroécologie, ça va être le contraire. On va réhabiliter des semences et des variétés plus rustiques, moins exigeantes, y compris on est parfois obligé d'aller rechercher. Alors heureusement, toutes les variétés n'ont pas été perdues. Pour ce qui est des races animales, il y en a quand même qui ont disparu, hein, pour être honnête. Bon, vous avez peut-être encore la chance, vous avez des petits cochons noirs qui font de très bonnes charcuteries, j'en conviens. Mais je vais vous dire, les races de cochons en Bretagne, c'est pas très varié. Hein. Et puis, ça mange du maïs et du soja brésilien. Hein. Et puis, ça pisse. Et ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton. Corriger tout ça, y compris, hein, je le dis là en plaisantant, mais comprenez qu'il y a des éleveurs porcins en Bretagne qui ne supportent pas là, ce que je suis en train de vous dire, ont envie de m'étrangler. Hein. Cependant, je crois qu'il nous faut quand même le parler. Je ne stigmatise pas les agriculteurs. Là, j'ai commencé d'ailleurs par dire c'est un travail d'agronome. Hein. Donc, et c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs disent ils n'ont fait que ce qu'on leur a demandé. Oui, je suggère qu'aujourd'hui, on leur demande autre chose. Et évidemment, ça va être le rôle des politiques, s'il vous plaît. Ça y est, je m'enrage, excusez-moi. Non, j'ai cru comprendre qu'on partageait les mêmes combats. Mais, alors évidemment, ça demande aussi quelques... Là, c'est de nouveau la ressource, pas gaspiller la ressource. Alors, de quoi on parle ? On l'a déjà dit, hein, l'eau. Alors, on va surtout parler, vous allez voir, d'ailleurs, vous allez voir que je ne vais pas plaider pour des agricultures extensives,
qui ont besoin de grandes extensions, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt de Bornéo, aux dépens de la forêt congolaise. Et puis pas même aussi pour assécher ce qui reste de marais poitevins. Je suggère qu'on maintienne des aires naturelles. Je crois que ça va être indispensable. Ce n'est pas la question climatique, mais n'empêche, maintenir une biodiversité sauvage et maintenir des aires naturelles et ne pas étendre l'agriculture aux dépens de ces aires naturelles, je trouve que ce n'est pas idiot. Alors en France, on est moins affecté par ça, parce que quand même, c'est plutôt la friche et c'est les loups qui reviennent. Mais par contre, dans certaines régions, ne pas assécher, ne pas drainer certaines zones humides, ce n'est pas encore très audible dans certaines régions en France. Donc on va devoir être très prudent sur ces questions-là. Et au fond, une des questions essentielles, ça va être la gestion de l'eau, celle qui nous est donnée gratuitement, l'eau de pluie. Celle-là nous est donnée gratuitement, mais elle nous est offerte de façon de plus en plus chaotique. Et la question devient du coup, réserve d'eau dans les sols plutôt qu'en surface? Ben oui. Oui, oui. Donc évidemment, vous allez me dire, ah ben pour la résilience, on va commencer à irriguer. Comme ça, les risques de sécheresse et de canicule, sauf que ça va être très coûteux. Donc premier aspect dont on va devoir beaucoup parler, l'eau de pluie. Je ne veux plus rien voir ruisseler. S'il vous plaît. Terminé. Tout doit s'infiltrer dans le sol. Ça rejoindra la mer. Mais d'abord, ça s'infiltre, ça recharge un phréatique, s'écoulera lentement vers la mer. Mais c'est terminé l'érosion, c'est terminé les ruisseaux d'eau trop phénoménaux, etc. On va essayer de faire en sorte que l'immense majorité de l'eau de pluie s'infiltre et ne ruisselle pas. Alors ça, je crois que tout le monde est un peu d'accord avec ça quand même. Les inondations, il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Et par contre, le manque d'eau dans les sols aussi, il y en a un peu ras-le-bol. Donc, mettons toute l'eau en réserve dans le sol. Ça va être ça, un des rôles. Donc, dans les sols plutôt qu'en surface. Voilà. Alors, dans les techniques en question, sur ces questions-là, je parle association et rotation de cultures plus diversifiées. Alors, évidemment, c'est ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ça, on est bien d'accord. Mais on va voir que c'est peut-être aussi pour des causes agronomiques, parce que l'idée des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie va être de faire l'usage intensif de ces ressources naturelles renouvelables gratuites. Donc on a déjà parlé de l'eau de pluie, mais c'est délicat parce qu'il faut empêcher son ruissellement et favoriser son infiltration. Mais ça peut être aussi, on veut des calories alimentaires. Mais d'où vient ces calories alimentaires, cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation? Ça nous vient du soleil. Ben allons-y, faisons un usage intensif des rayons solaires. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Oh, certains vont me dire, non, mais c'est l'accès au foncier. Ouh là là, Terre de Liens est très préoccupé parce que le foncier est accaparé par certains. Mais oui, l'accès au foncier, oui, c'est un vrai problème. Mais dès qu'on a accès au foncier, plus un seul rayon du soleil ne doit tomber à terre. Remarquez, il y a des prairies permanentes dans le Pays Basque, où il n'y a pas un rayon de soleil qui tombe à terre. Tout sert pour la photosynthèse. Et puis je vais même vous dire, cette prairie permanente, ce n'est pas là où l'eau ruisselle. C'est pas là où elle ruisselle. Justement parce que l'eau... Donc, association de cultures, prairie permanente, associée, on va avoir plusieurs espèces, plusieurs variétés dans un truc, faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul rayon du soleil qui tombe à terre, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire et empêcher le ruissellement des eaux. Ah, c'est pas idiot. C'est pas idiot, mais c'est pas ce qu'on a fait. Donc, on va être obligé de corriger le tir. Donc, c'est ça qui est extrêmement violent dans ce que je vous raconte pas, dans ce que je vous raconte, c'est précisément que c'est une révolution agricole technique. Ça va être une transition agroécologique, on est d'accord, ça ne peut pas d'un grand soir. Mais vous allez voir, mais on n'est pas, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans position technique permettre de satisfaire ça chez nous, comme dans les pays déficitaires du Sud, je vais vous le dire. Alors, association de culture, alors, au risque de m'égarer un petit peu et d'aller dans la Champagne crayeuse. Alors évidemment, quand vous êtes au Mexique, moi pour avoir travaillé dans les pays du Sud, il y a le maïs, il y a le haricot qui monte le long du maïs, il y a le manioc ou l'igname par en dessous à l'ombre du maïs et du haricot, et vous avez toujours un potiron rampant qui vient intercepter, toujours rampante, qui vient intercepter les derniers rayons du soleil. En France, on n'en est pas encore là, je vous le dis tout de suite. Enfin, la permaculture, oui. Alors oui, j'ai oublié de le dire, l'agroécologie, ce n'est pas une technique agricole, c'est une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques que j'essaye maintenant de vous présenter pour justement évaluer si les différentes formes d'agriculture, l'agriculture biologique dont on a déjà parlé dans les conférences antérieures, l'agriculture de conservation dont on a peu parlé, les estives et la transhumance et le pastoralisme, et puis l'agriculture, la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture régénératrice. Alors toutes ces formes d'agriculture, la question... Le scientifique, en tout cas, doit regarder en quoi ça relève ou pas d'une agroécologie scientifique. Mais l'agroécologie est une source d'inspiration. Et ça ne va pas forcément à l'encontre des résultats de recherche empirique paysanne. J'ai déjà dit, on va devoir sans doute réhabiliter des races rustiques
et des variétés. Donc je n'oppose pas une démarche scientifique à les paysans, ils se sont éloignés, c'était nul. Non, non, on va devoir vraiment associer les deux réflexions. Mais donc oui, association, rotation des cultures, beaucoup plus diversifiée qu'aujourd'hui, ça va être un truc. Et évidemment, l'intégration agriculture-élevage. Ah bon? Alors, je ne sais pas s'il y a des véganes ici. Enfin, on répondra aux questions, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, la question, alors l'une des raisons pour lesquelles on va devoir associer agriculture-élevage, eh bien, ça a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle l'humus. Parce que l'humus, je vous dis, c'est 50% de carbone et c'est 5 à 6% d'azote. Alors, le carbone de l'humus, c'est la plante qui a intercepté le gaz carbonique de l'atmosphère, intercepté le gaz carbonique. Là, la plante, elle prend le carbone, à la fois pour fabriquer les glucides, les lipides, l'alimentation énergétique. La partie énergétique de notre alimentation, les glucides et les lipides, c'est des molécules carbonées. Alors, l'une des bonnes nouvelles, vous l'avez compris, c'est que pour avoir des calories alimentaires, on va faire un fort usage du carbone, du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Et y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Non, il y en a trop. Donc, vraiment, il y a urgence. Ah, tiens, c'est marrant, c'est conforme à l'atténuation du réchauffement climatique. La plante va intercepter le gaz carbonique, va libérer l'oxygène pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer des glucides, fabriquer des lipides, peut-être même fabriquer de la paille, fabriquer des racines, et si ça se décompose bien, fabriquer de l'humus dans les sols, et séquestrer du carbone dans les sols. Oui, je vous le dis, je suis pour l'agriculture intensive. Si l'agriculture intensive, c'est faire l'usage intensif du soleil, de l'eau de pluie et du gaz carbonique, c'est-à-dire ce qui ne coûte rien, ce qui nous est offert, parfois de façon chaotique, l'eau, je trouve que c'est loin d'être idiot. Mais bon dosage carbone-azote, ce petit agriculteur dans la Champagne-Crieuse qui me disait qu'il mettait des lentillons entre ses rangées de blé. Alors d'abord, c'était une association de culture. Donc déjà en France, alors il me raconte quand même, on peut trouver un trical, févrole, enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Dans toutes les régions, Pays Basque compris, on peut associer notamment ce qu'on appelle la céréale, éventuellement une tubercule et une légumineuse dont on reparlera, qui produit beaucoup de protéines végétales. On peut les associer pour que pas un rayon du soleil tombe à terre, pour que l'eau ne ruisselle pas, et on verra aussi, parce qu'il y a des plantes riches en carbone, d'autres plutôt en azote et ce genre de choses. Mais voilà, l'humus, c'est beaucoup de carbone et d'azote. D'ailleurs, celui qui associe l'agriculteur, parlant à M. Fumier, voilà, le scientifique, il me raconte, et donc il est savant, qu'après récolte, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, et puis ultérieurement les vers de terre, ils vont pouvoir trouver le carbone de la racine du blé, culture alimentaire énergétique, l'azote du lentillon, source de protéines riches en azote, et après récolte, les micro-organismes trouvent un bon dosage carbone-azote, et vous savez ce qu'il me dit, le monsieur? Il me dit, je parviens à produire de l'humus sans même qu'on émette du fumier. Et je vous dis tout de suite, c'est injurieux pour moi, j'adore le fumier. Je suis grand défenseur du fumier. Et du coup, c'est pour des raisons objectives, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Intégrer l'agriculture-élevage, c'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine. Et ça s'appelle du fumier, et hop, on recycle. Donc c'est du carbone qui va être enfoui dans les sols, celui des pailles. Alors pas seulement les racines du blé, là, c'est vrai, mais la paille elle-même. Alors pour le bien-être animal, quand même, la litière, c'est quand même un peu mieux que d'élever des animaux sur caillebotis, sur béton et ce genre de choses. Et puis c'est quand même vrai que si l'azote, on peut aussi le récupérer à travers le fumier et le remettre dans le sol, c'est mieux que du lisier qui s'écoule vers la mer et vous fertilise de très belles algues vertes. Je parle du littoral breton, c'est loin de chez ici. Mais enfin, attention. Moi, alors pareil, c'est un peu compliqué aussi. Je défends, vous allez voir, les appellations d'origine protégée. D'ailleurs, je vois qu'ici aussi. Et le pastoralisme et ce genre de choses. Mais là, j'étais d'ailleurs pas plus tard qu'il y a 2 jours dans le comté. Et par contre, s'il n'y a pas de paille, si c'est du lisier, y compris le fromage comté commence à être discrédité. Pour l'instant, il se vend bien. On vit bien mieux dans le comté qu'en Bretagne, quand on produit du lait, il faut être très clair. Évidemment, moi, pour le Pays Basque, ma première vision, c'est surtout, vous ne changez pas grand-chose aux alpages, vous mettez des appellations d'origine protégée, surtout vous jouez sur la qualité et ce genre de choses. Mais il se peut quand même que dans des régions d'alpage, la question d'avoir comme quelques pailles, alors est-ce qu'elles vont être transportées du bas vers le haut et ce genre de choses, je pense que c'est une question. Je ne peux pas trop en parler parce que je connais trop peu les conditions d'estive et ce genre de choses. Mais je pense, oui, il y a un vrai. Alors, par contre, la question, c'est est-ce que. Voilà. L'autre question, c'est est-ce qu'on va devoir labourer après ces terres qu'on a enrichies en humus, puisque quand on laboure,
ben, le carbone qu'on a réussi, alors le carbone du gaz carbonique, qui avait été intercepté par la plante, qui était de la racine, de la paille, qui fabrique de l'humus, si on le réoxygène, il retourne à l'état de gaz carbonique. Donc dans les régions d'alpage, ce que j'observe, mais c'est quand même assez difficile, il ne faut pas retourner la prairie permanente, parce que ça peut oxyder l'humus. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même améliorer la qualité nutritionnelle de nos prairies avec ce qu'on appelle des sursemis et des équilibres, on le verra, entre des plantes plutôt graminées riches en carbone et des plantes plutôt riches en azote, donc en protéines. Donc vous voyez, on est quand même à la veille de questions passionnantes hein, sur le plan agroécologique, ça va de soi. Voilà, alors l'adaptation, je vous l'ai déjà dit, stabiliser, système résilient, la maîtrise de l'eau. Alors vous l'avez compris, l'irrigation et le drainage, oubliez. C'est quand même une belle erreur quand même. La monoculture de maïs, alors là c'est peut-être quand même le nord, la région proche des Landes et du Pays Basque, pour lequel la question se pose. Mais une monoculture de maïs dans une région où il ne pleut pas au mois d'août, franchement, c'est un peu délicat. Ce n'est pas que le maïs exige beaucoup d'eau. Hein. Le maïs, à la tonne produite, exige moins d'eau qu'un blé. Donc c'est pas ça. Mais le maïs exige de l'eau à un mauvais moment, quand il ne pleut pas. On a fait remonter une plante amérindienne, hein, et n'oubliez pas que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Chez nous, la saison chaude, c'est la saison où il pleut le moins. Et du coup, fallait-il faire remonter du maïs aussi loin vers le nord? Alors, c'est peut-être pas vous les plus affectés, mais même en Bretagne, hein, fallait-il labourer une prairie permanente, puits de carbone? Fallait-il le remettre pour faire du maïs en silage pour les bovins? Et du coup, on cultive du maïs. Les rayons du soleil, l'hiver, tombent à terre. Avril-mai, on a semé du maïs, il y a encore des rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs. Et puis après, quand le maïs, alors ça c'est plutôt le sud-ouest français, c'est pas la Bretagne, mais quand le maïs recouvre la totalité du sol dans le sud-ouest, eh ben, il n'y a pas d'eau. Donc oui, les rayons de soleil tombent sur les feuilles vertes, mais la plante ne transpire pas, parce que le gaz carbonique rentre dans la plante, c'est par les petits trous par lesquels elle transpire. Et la plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas d'eau à boire dans le sol, donc je réinsiste, il faut que l'eau soit dans le sol, il faut qu'elle soit à boire, y compris disponible au mois d'août, il ne faut pas qu'elle ait ruisselé. Et bien, si la plante manque d'eau à boire dans le sol, elle cesse de transpirer, ferme les orifices par lesquels elle transpire, et donc le gaz carbonique ne peut pas rentrer et l'oxygène ressortir. On a tout faux. Je suis désolé, on a tout faux. Donc on va essayer. Alors évidemment, première solution, pourquoi pas irriguer? Ben oui, mais ce n'est pas de l'eau gratuite. Hein. Et puis les bassines, ça s'évapore. Et puis la nappe phréatique s'effondre. Donc l'irrigation et le drainage, ça paraît comme une bonne solution. Alors après, moi j'en conviens, il peut y avoir des retenues collinaires, il peut y avoir des choses, mais la gestion de l'eau, que ce soit pour l'hydroélectrique, que ce soit pour l'usage agricole, mais j'ai des souvenirs, j'ai eu moi comme professeur, je suis désolé, un vieil agronome que vous revoyez tous les jours, non pas tous les jours, mais assez fréquemment à la télévision, son poulet vert rouge, son petit verre, René Dumont, nous disait, il y a donc déjà bien plus de 50 ans, ça a été mon professeur, il nous montrait le verre et il dit on va en manquer. C'était à la fois la pollution, hein, c'est les deux choses évoquées tout à l'heure, la pollution de l'eau et la ressource, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des conflits d'usage de l'eau? Oui, il faut résoudre au plus vite et anticiper, en tout cas ces querelles sur les conflits d'usage de l'eau. C'est peut-être pas vous qui êtes les plus affectés par ça, mais je vais vous dire, le Béarn à côté, moi j'ai vu des trucs pas simples. Hein. Entre les rivières s'assèchent, on ne peut plus pêcher, et des agriculteurs qui veulent à tout prix pomper dans le cours d'eau. Si on peut s'éviter ces conflits, ce serait quand même très bien. Mais du coup, l'eau de pluie, s'il vous plaît, on infiltre et on ne ruisselle pas. Voilà. Alors du coup, l'association agriculture élevage, je vous le disais, c'est le fumier, ça peut être les composts. Et la question, alors effectivement, quand j'ai écouté tout à l'heure, je vois que vous mettez souvent dans vos projets le compost. Alors on verra peut-être quelques photos. Je passe un peu vite, du coup. L'usage le plus économe des intrants manufacturés, alors vous l'avez compris, les produits phytosanitaires et les engrais azotés de synthèse. Alors les engrais azotés de synthèse, parce que c'est très coûteux en énergie fossile et parce que c'est très émetteur de protoxyde d'azote, donc c'est oublié. Il faut une alternative. Alors l'alternative des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote, tous les paysans du monde entier le connaissent. Ce sont précisément les légumineuses, ces plantes qui nous fournissent des protéines végétales, que ce soit pour l'alimentation animale ou que ce soit pour les humains. Mais alors vous appelez ça, évidemment, dans les estives, vous appellerez ça Strefle, Saint-Foin, Lautier, Luzerne, Vesse et ce genre de choses. Si vous êtes dans des régions pour élever des cochons et l'autre, vous appellerez ça peut-être soja, j'en conviens, mais pourquoi importer le soja du Brésil? Et puis vous appellerez ça févrole, pois chiche, vous appellerez ça lupin, vous appellerez ça pois fourragé. Enfin,
On ne manque pas de légumineuses. Et puis même pour notre alimentation humaine, je voyais le repas végétarien dans la cantine, ça peut s'appeler lentilles, haricots, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Donc, on va voir que ce qui est conforme à la santé des humains et notamment de nos gamins, ce n'est pas un obstacle pour les agriculteurs, pour la transition écologique, ça va dans le même sens. C'est-à-dire le combat pour une alimentation saine et une agriculture durable, c'est un seul et même combat. Alors évidemment, si vous voulez que le sol soit poreux et que vous voulez minimiser le labour parce que vous craignez que ça réoxyde, du coup, ce sera les vers de terre qui vont vous rendre le sol poreux. Et du coup, il vaut mieux éviter les labours qui vont remettre les vers de terre au soleil en pleine journée. Le ver de terre, il est à la surface du sol, il mange de matière organique pendant la nuit, et dès qu'il fait jour, hop, il s'enfuit, il creuse une galerie. Ah ben justement, c'est les vers de terre, c'est la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux pour que l'eau puisse s'infiltrer et ne pas ruisseler. Et puis après, pour que l'eau reste à hauteur des racines, on l'a déjà dit, enfin, ou je le répète, mais c'est l'humus. 50% de carbone, 5-6% d'azote, et c'est ça qui va retenir l'eau à hauteur des racines. Ben voilà, on n'est pas sans solution. C'est couverture végétale maximale, culture associée, c'est réconcilier agriculture et élevage, faire du fumier, ne pas fertiliser les algues vertes, pas laisser le lisier, etc. Et du coup, il sera très économe en monnaie. Donc d'un point de vue macroéconomique, c'est loin des trios que de s'interdire d'importer du gaz naturel russe. On va gagner. Si on fait, parce que, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une protéine, c'est riche en azote. D'où vient l'azote? Alors là, c'est tranquille, l'azote de l'air. 79% d'azote dans l'air. Pas de pénurie annoncée d'azote dans l'air. Alors, allons-y, usage intensif. Mais par contre, rajouter de l'azote sur une molécule carbonée pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Alors, on l'a vu, le blé riche en protéines, c'est les engrais azotés de synthèse, énergie fossile. Mais la légumineuse, c'est l'énergie solaire. La légumineuse a intercepté, évidemment, l'énergie solaire, a pratiqué la photosynthèse, a fabriqué les glucides, a fabriqué les matières carbonées. Et voilà que des microbes s'incrusent dans la racine de la plante, se goinfrent de l'énergie photosynthétisée par la plante, et avec cette énergie, interceptent l'azote de l'air, fabriquent la protéine et refilent ça à la légumineuse. C'est à partir de l'énergie solaire. Voilà, on va remettre des légumineuses, s'il vous plaît. Pourquoi en France? Nous sommes dépendants pour les 2/3 de protéagineux et de légumineuses. Nous importons du soja en provenance du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, transgénique de surcroît. Y compris, je fais toujours attention quand j'achète un cassoulet de Castelnaudary, je regarde de près. Si c'est marqué haricot tarbais, je dis OK. Si c'est rien marqué, je traduis haricot argentin. Moi, je vous suggérerais, si vous êtes d'accord, que pour ne pas importer de soja brésilien, pour ne pas, alors évidemment, ça veut dire ne pas importer de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais de synthèse, que sur le territoire français, nous cultivions des légumineuses dont nous sommes déficitaires pour les 2/3. Vous voyez, sur le sol français, sur le Pays Basque aussi, mais sur le sol français, des légumineuses françaises, pour nourrir des humains français, des animaux français, avec des légumineuses françaises qui interceptent l'azote de l'air français. Voilà. Vous avez le droit de dire, plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufumier. Sauf que c'est faux, c'est solidaire. Et c'est là aussi où je voudrais dire. C'est pour ça que l'écologie, elle n'est pas punitive du tout. Qu'on voit qu'il y a des alternatives, quoi. Cesser d'importer du soja, c'est faire du tort aux Brésiliens. Pas du tout. Moi, quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, et on va mettre des droits de douane à l'importation de soja, on va avoir un plan protéinique pour toutes les régions françaises, etc. Et on ne va pas vouloir importer votre soja. Alors évidemment, l'exportateur de soja, lui, il me dit que j'ai rien compris à l'économie, je suis peut-être bon agronome, mauvaise économie, j'ai rien compris aux avantages comparatifs, à l'économie. Mais comme j'enseigne aussi l'économie, j'ai lu Ricardo, j'ai lu Smith, j'ai lu les néoclassiques, je sais où sont les failles. Mais je n'ai pas besoin de répondre en disant qu'ils commettent une erreur, c'est gagnant-gagnant. Alors ils sont sympas, les exportateurs de soja au Brésil. Mais vous avez du champagne, nous on a du soja, on va s'échanger, c'est gagnant-gagnant. Moi, les arguments, j'en manque pas. Mais l'autre Brésilien à côté me dit, monsieur le Fumier, s'il vous plaît, votre soja, notre soja plutôt, ça nourrit vos cochons, vos ruminants. Eh bien, on préfère, nous, que ça nourrisse des Brésiliens. Parce que des gens qui ont faim dans le sud, au Brésil, c'est pas que le Brésil, c'est quand même nombreux, les gens qui ont... Alors en France aussi, il y a des gens qui ont faim, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez de céréales. Il faut aussi qu'on nous cesse de nous bassiner avec ça. Mais au Brésil, c'est beaucoup plus grave. Les gens qui sont dans les bidonvilles sont des conditions quand même de sous-alimentation, parfois chroniques, quoi. Et pourquoi? C'est pas parce que le Brésil ne produit pas assez de soja, mais c'est que le Brésil exporte son soja pour nourrir nos cochons. C'est dramatique. Les Brésiliens, les pauvres Brésiliens, sont moins riches que nos cochons. Nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Alors, il paraît qu'il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire, nos usines d'aliments du bétail sont moins solvables que les Brésiliens au chômage. Bon, alors, on arrête ce cirque, si vous en êtes d'accord.
Nous, on va cesser d'exporter du blé et faire de la concurrence aux producteurs de mil et de sorgho du Sénégal. On va libérer des terres qu'on met en trop d'excédents dans nos céréales en excédent, et à la place, on va mettre des légumineuses pour retrouver une souveraineté protéinique, pour faire le meilleur usage de l'énergie solaire, le meilleur usage de l'eau, de pluie, pour faire le meilleur usage de l'azote de l'air. On n'est pas sans solution technique. Et ça, c'est solidaire. Alors, je sais qu'on parlait beaucoup circuit court et local. Dans le monde agricole, souvent, le circuit court, ça veut dire pas d'intermédiaire ou un seul intermédiaire. Et local, ben, c'est tout proche. Hein, et donc, moins de coûts de transport, moins éventuellement de consommation d'énergie fossile. Ben oui, moi, quand je vous écoutais tout à l'heure, j'avais dit, vous êtes dans la bonne voie. Hein. La question, par contre, j'ai cru comprendre, c'est ben, quand on me dit, est-ce que la plateforme est rentable, pas rentable, etc., ben, ça va être comment on va rémunérer tout ça. Mais moi, ce que j'ai écouté tout à l'heure me conforte dans le fait que vous êtes sur la bonne piste. Et c'est effectivement, j'ai entendu parler d'agriculture biologique, j'ai entendu parler de plateforme logistique. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la plateforme logistique, mais on va faire l'usage le plus intensif de ce qui ne nous coûte rien et ce genre de choses. L'usage le plus intensif possible de l'azote de l'air, je l'ai déjà dit, avec les légumineuses, dans les rotations, dans les assolements, le plus intensif. Alors là, ça c'est nouveau. Et là, on est vraiment dans l'agroécologie récente. C'est ce qu'on appelle le champignon mycorhizien. Alors vous êtes au courant, la truffe s'incruste dans la racine du chêne et ça nous fait un champignon et nous sommes des gourmets. Ok, c'est très bien. Mais il y a aussi d'autres champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de l'arbre ou dans une plante annuelle qui de nouveau vont se goinfrer de l'énergie photosynthétisée par la plante, donc origine énergie solaire. Ils vont avec cette énergie développer des mycéliums extrêmement fins et ils vont être capables d'aller chercher des éléments minéraux en bas, quand la roche-mère est altérée, ou alors même coincée dans les argiles. Parce que jusqu'à présent, de ce dont je vous parlais, pour les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, il n'y avait pas de finitude. L'énergie solaire, le carbone, l'azote de l'air, l'eau, attendez, c'est gratuit. Par contre, le phosphore, alors calcium, les falaises calcaires, il y en a. Mais le phosphore, on nous dit quand même que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation des nouvelles mines de phosphate, ça va être hyper coûteux. Donc là, il ne faut pas gaspiller, mais ça va être un peu comme l'azote de l'urine ou l'azote des effluents d'élevage. On va essayer de ne pas fertiliser les algues vertes, que le fumier, hop, et on remet, parce on a besoin de phosphore. Hein, la plante en a besoin, dans son ADN, c'est indispensable pour la photosynthèse. Nous, on a besoin de phosphore, pas seulement pour phosphorer. Et c'est vrai que plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre. Et là, il y a quand même une vraie inquiétude, phosphore. Et là, la réponse, elle est que quand même, on peut trouver du phosphore ailleurs, et en quantité. Mais, où ça? Dans la roche, le granit, le grès, le basalte, le schiste, et à faible dose. Réduire ces roches en poudre fine pour que ce soit assimilable par les plantes, même les producteurs bio parmi vous qui utilisent le phosphate naturel, vous savez, pour que ce soit vraiment assimilable par la plante, c'est vraiment compliqué. Bon, alors du coup, comment faire? Alors, réduire la roche en poudre fine, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Plus tard, on verra si dans des déserts et tout, on peut réduire tout ça et s'approvisionner en éléments minéraux. Mais par contre, tous les jours, la roche-mère est altérée. Et bien, un arbre avec sa racine profonde, le contact avec la roche-mère, quand c'est altéré, ça libère des éléments minéraux, dont le phosphore, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, ça tombe à terre. Oui. Ben, le paysage basque, il a le mérite, c'est que vous n'avez pas retiré toutes les haies. Peut-être que vous allez devoir en remettre. En tout cas, dans certaines régions, il y a urgence de remettre des haies pour empêcher le ruissellement, on l'a déjà dit, la couverture végétale, mais aussi parce que l'arbre peut jouer un rôle fertilisant. Chercher des éléments minéraux en profondeur pour le ramener à la surface. Et si en plus vous avez ces champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de l'arbre, alors là, vous récupérez encore davantage d'éléments minéraux. Et sur les plantes annuelles, en allant les chercher, ces éléments minéraux qui étaient autrefois dans le granit, le grès, le basalte, mais qui sont aujourd'hui dans le sol, ils sont coincés dans les argiles. Et la plante, même avec les racines filamenteuses, ne parvient pas à le ressortir. Ben, les champignons mycorhiziens, tellement fins, parviennent à les débusquer et refilent ça à la plante, à l'arbre ou à la plante annuelle dont il avait tiré l'énergie. Nouvelle symbiose. Oui, l'agroécologie, c'est vraiment tout le contraire de la spécialisation. On éradique tout, on ne veut voir qu'une plante. Non, l'agroécologie, c'est on va vivre avec les vers de terre, on va vivre avec les portes, on va vivre avec les mésanges bleus pour aller chercher les papillons de nuit, et puis du coup, il y aura des pommes sans carpocaps et sans petits vers, les carabes vont s'attaquer aux limaces, les cirfes, les coccinelles vont s'attaquer aux pucerons. Oui. Les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, c'est une agriculture diversifiée, on diversifie les espèces et races domestiques, on diversifie aussi les espèces et races sauvages avec lesquelles on va cohabiter, on cesse d'éradiquer, donc c'est aussi économe, pas seulement en engrais de synthèse, mais en pesticides. Oui, c'est zéro pesticide, on n'éradique plus,
on vit avec les ravageurs, on vit avec les agents pathogènes, on vit avec les herbes adventices, que je n'appelle plus mauvaises herbes, mais on va minorer leur prolifération, empêcher leur propagation avec la diversification. Ah oui, là, l'insecte, alors je sais bien que ce n'est pas chez vous, là, le coup des néonicotinoïdes et du jaunisse de la betterave. Mais enfin, je veux dire, on sait cultiver la betterave sans néonicotinoïdes. Si l'insecte qui transmet le virus de la jaunisse, ben, il a 5 barrières végétales avant de retrouver une autre parcelle de betterave, je veux dire, la prolifération d'insectes, hein, ça n'ira pas très loin. Donc c'est la diversité, diversification de notre agriculture. Alors quelques photos, et puis le débat. À gauche, ce n'est pas vraiment chez vous, mais ça ressemble quand même, c'est des prairies qui peuvent être permanentes, y compris régras, riche en carbone, trèfle blanc, riche en azote. À droite, c'est plutôt Montpellier, l'association Vesse-Avoine, mais pareil, alors c'est une prairie là temporaire, mais bon dosage carbone-azote, ça recouvre le sol. Bon, ça peut être... Ça, c'est le blé lentillon là, de la Champagne crayeuse, de ce monsieur qui me disait que il arrive à fabriquer de l'humus sans fumier et donc sans élevage. Je plaide néanmoins pour que dans les régions céréalières, on remette de l'élevage. Il y a des exemples très beaux en ce moment quand même, de gens qui remettent des brebis dans des zones de céréales, grande culture. Alors évidemment, c'est pour le lait, c'est le fromage, le circuit court. Et donc, sur une grande ferme de 300 hectares, là où il y avait peut-être un emploi, 1,2 temps, équivalent temps plein, comme on dit, maintenant ils sont à 4. Ils ont diversifié. Et il y a aussi la question de l'installation. Alors, hors cadre familial, je pense qu'en particulier pour le maraîchage, vous travaillez de ce sens-là à travers les plateformes logistiques. Ça, franchement, pour moi, Normandie, j'aurais pu vous montrer comme des Normandes plutôt que des French. Mais oui, la prairie permanente, il n'y a pas un grain de soleil qui tombe à terre. Et le pommier contribue à la fertilisation du sol, pas seulement à produire des pommes. Voilà, les haies, celle-là, en fait 3 étages. La bande enherbée, c'est les carabes. La bande arbustive, c'est les coccinelles, les cirfes, les pollinisateurs et autres. Et les mésanges bleus, les chauves-souris en haut. Allez, hop, ça élimine les papillons de nuit. Pas de carpocaps. Ça, c'est Montpellier, où on est très fiers. Enfin, au nord de Montpellier, on cultive du blé dur sous des noyers. Alors, c'est des noyers destinés au bois, hein. Mais oui, la surface du sol est occupée pendant de l'automne au printemps. C'est la culture annuelle. Et pendant le noyer là, commence tout juste à débourrer, et bien pendant l'été, il y a encore de la photosynthèse, il y a encore la fixation de carbone, et le noyer en question, ces racines traçantes, c'est sous les racines de la culture annuelle, c'est-à-dire que dans un climat méditerranéen où on manque plutôt d'eau, mais où les pluies peuvent être violentes, et bien on utilise les 2 nappes d'eau, enfin les deux étages de l'eau, la plante annuelle, la partie superficielle, et les arbres par en dessous. Et évidemment, quand les feuilles mortes tombent à terre, ça crée de l'humus, et l'humus, ça retient l'eau. Enfin, tout ça n'est pas idiot. Au contraire, c'est même peut-être intelligent. Alors par contre, vous l'avez compris, hein, c'est quand on a une moissonneuse-batteuse, l'écartement entre vos noyers, on n'arrive pas à recouvrir totalement le sol. Donc ça remet en question notre mécanisation, il faut être très honnête. Enfin, il n'y a pas de jeunes ici, parce que ce n'est pas du chanvre récréatif. Hein. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, mais c'est du chanvre. Alors, moi, ce que je connais chez les agriculteurs qui parviennent à pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, zéro labour ou technique culturelle simplifiée, et sans bio, sans glyphosate, sans herbicide, donc bio et de conservation, ces gens-là, c'est des rotations longues, c'est-à-dire que vous savez que l'agriculture de conservation de ceux qui ne font pas de labour, le problème, c'est que ne pas faire de labour, alors évidemment, le ver de terre, lui, recycle la matière organique, le ver de terre rend le sol poreux, mais le ver de terre, lui, qu'on a sauvegardé en ne labourant pas, il n'élimine pas les herbes adventices, qu'on appelait mauvaises herbes quand j'étais jeune. Eh bien, du coup, les gens qui sont en agriculture de conservation disent aux producteurs bio, oui, alors vous êtes obligés de labourer parce que vous ne voulez pas mettre d'herbicides. Eh bien, on peut réconcilier les deux. Moi, je connais un nombre croissant, mais quand même epsilon, hein, trop peu nombreux, et je pense que s'il n'y a pas une intervention de l'État et des collectivités territoriales, on n'y arrivera pas. Mais oui, il y a des gens qui pratiquent l'agriculture de conservation en bio, rotation longue, une prairie temporaire dans la rotation. Donc les herbes adventices, elles sont fauchées, elles sont d'abord recouvertes par la luzerne éventuellement, donc ne fleurissent pas. Fauchées éventuellement si elles ont réussi à fleurir, mais donc elles ne monteront pas en graines. Et le chanvre, alors pour éliminer les herbes adventices concurrentes, c'est d'abord l'herbe qui commence à pousser, et le chanvre pousse tellement vite. Enfin, l'ombrage ici, c'est l'ombrage d'une forêt dense. Hein. Donc les herbes, et y compris pas seulement les herbes à graines, hein, l'essentiel des herbes sont par cet ombrage-là en question. Et alors de plus, ça ne coûte rien à produire. Par contre, ce n'est pas rentable. Il faut être honnête, ce n'est pas rentable. Mais pour l'isolation thermique des bâtiments, j'avais vu que vous vous préoccupez. Oui, il y a les briques de chaux et chanvre. Allons-y, on va mettre... Tout le monde a la politique agricole commune, la politique nationale et les collectivités territoriales. Je ne m'adresse pas qu'aux collectivités territoriales. Je comprends que parfois c'est quand même difficile et qu'on n'a pas toujours les finances. Voilà.
On va faire des filières chanvre pour l'intérêt général, l'isolation thermique des bâtiments, et c'est conforme à l'intérêt des paysans. Donc, il ne faut pas que le ministre de l'Écologie et le ministre de l'Agriculture soient différenciés. Il faut une vision holistique, systémique, pour être conforme. Et les choix, la permaculture, bon alors j'en conviens, c'est la ferme du Bec qui est loin dans ma Normandie, mais c'est quand même alors une agriculture manuelle, mais eux alors font, c'est mon cours d'agroécologie pratiqué par des extrémistes. Bam, le soleil tombe à terre. On multiplie plusieurs espèces dans la même butte, etc., pour qu'il n'y ait pas de progression. Alors c'est par contre beaucoup de travail. Alors là, je vais vous dire, c'est beaucoup de travail. Ah, c'était intéressant. J'entendais parler de compost dans les tables rondes précédentes. Là, on est au Costa Rica, j'en conviens, on s'éloigne un peu. Mais de l'autre côté de ce tunnel, vous avez la mairie. Alors, pas de plastique, s'il vous plaît, hein, de nouveau. Le civisme, hein, et la solidarité et la coopération. Mais d'un côté, ils poussent tous les jours, des résidus organiques, agricoles et urbains. Et ils poussent. Et tous les jours, il ressort un compost, et c'est les lombrics qui ont fait le travail. Je veux dire, si le compostage exige beaucoup de travail, c'est vrai, mais alors là, c'est franchement pas coûteux, et ça n'exige pas beaucoup de travail. Par contre, ça exige une discipline, pas de plastique et tout ce genre de choses. Mais on n'est pas sans solution technique accessible, le lombricompostage, comme ce que vous voyez là. Alors non, là, je m'égare, je vais dans les pays du Sud, enfin quand même, hein. Au Niger, vous voyez que le mil ou le sorgho peut avoir un rendement triple entre ici et là. Bon, alors, je ne vais pas m'égarer dans les pays tropicaux, mais juste pour vous dire, on a toutes les raisons d'être optimiste. Faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, renouvelable, l'énergie solaire, le carbone, l'eau, l'oxygène, l'azote de l'air. Alors évidemment, ce qui éventuellement ne coûte rien, mais par contre à condition de ne pas les détruire, les pollinisateurs, les abeilles, les mésanges et ce genre de choses, oui, c'est possible. Et c'est, y compris d'un point de vue macroéconomique, notamment dans les pays où il y a du chômage, ben figurez-vous, c'est très rentable. C'est précisément là, il n'y a pas d'obstacle entre l'écologie et la contribution au revenu national net en termes monétaires. Et en plus, il n'y a pas les coûts cachés. Il n'y a pas, on est obligé de payer des impôts pour retirer les algues vertes. Il n'y a pas à payer l'eau potable très cher parce qu'il y a de l'atrazine. Donc là, les combats sont... Par contre, c'est en clair, c'est hyper exigeant de travail, c'est artisanal. Une agriculture, vous vous rendez compte, intensive à l'hectare en emploi. Ben, je veux dire, c'est pas idiot. Oui, mais par contre, il faut rémunérer le travail. Moi, je vous suggérerais, si vous êtes d'accord, on réforme la politique agricole commune et les subventions à l'hectare, les 9 milliards, on les redistribue de façon contractuelle. Les agriculteurs ne sont pas des mendiants à qui on donne des aides et alors on va les conditionner. Comme ça, vous aurez vu que l'écologie est vraiment punitive. Non, ce n'est pas ça. Hein. Droit dans vos bottes. On vous demande comment vous séquestrez du carbone. Quelle technique à cet endroit-là. C'est pour ça que même si c'est une politique agricole commune, il faudra quand même qu'il y ait une subsidiarité dans les contrats en fonction des considérations locales. Il y a des pays quand même. Hein. Chez moi, c'est des pays de Caux, vous, c'est des pays basques. Mais je veux dire, eh bien, voilà. Et là, on prend ces décisions. À les agriculteurs, quelles sont les techniques qui permettent de séquestrer le carbone? Ah ben, je ne peux pas vous les faire en dessous de ce prix-là. Top là, je vous paye à ce prix-là. Et le contribuable, je paye. Et puis, les légumineuses, vous nous évitez l'importation de soja, vous nous évitez l'importation d'engrais azotés de synthèse, vous nous évitez des émissions de production d'azote. C'est d'intérêt général. Dites-moi à quel prix vous mettez des légumineuses. Parce que vous savez, la févrole ne peut pas être compétitive avec le soja brésilien d'aujourd'hui. Monoculture sur 40 000 hectares. Non, mais on vous rémunère. Allez, top, là, bon, vous nous mettez des infrastructures écologiques avec des mésanges. Allez, top, là, c'est à ce coup. Les paysans, hein, droit dans leurs bottes, correctement rémunérés par le bon produit. Ça, c'est peut-être le label bio et terroir. Je disais tout à l'heure AOP et AB. Mais en plus, le service d'intérêt général, ben, il est payé. Et du coup, les bons produits qui résultent d'une agriculture qui relève de l'agroécologie seront produits en plus grande masse. Et du coup, ça deviendra accessible aux couches modestes. C'est pas, ah oui, ben, y a le bio pour les bourgeois bohèmes, et puis pour les couches modestes, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, l'atrazine dans l'eau du robinet, ce genre de choses. Non, 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 non. On va rémunérer le travail. Vous êtes d'accord pour qu'on réforme la politique agricole qu'on vient de réformer? On ne peut pas attendre 6 ans. Hein. On ne peut pas attendre 6 ans. Et puis c'est vrai, je pense, alors, et je rends hommage, mais j'ai parlé trop longtemps, je rends hommage à tous les prototypes. Alors d'abord, il n'y a pas que des fondements scientifiques à ces formes d'agriculture, et vous voyez bien que c'est l'agriculture biologique qui relève le plus de l'agroécologie. L'agriculture de conservation relève aussi très largement de l'agroécologie, mais il y a ce dilemme-là entre survie des vers de terre et glyphosate. Alors le glyphosate, oui, je voudrais quand même le dire, le glyphosate, on vous dit que c'est un cancérigène probable. Eh bien, sachez que c'est un cancérigène démontré. C'est un peu comme le réchauffement climatique. C'est-à-dire c'est une prédiction. On prédit aux plus jeunes
ceux qui ont été exposés depuis fœtus jusqu'à la fin de la croissance et de façon régulière. C'est pour ça que dans l'alimentation bio des cantines, vous avez raison, hein, il faut impératif, il faut aller très vite. Mais c'est cette exposition aux perturbateurs endocriniens, vous savez, ces molécules qui perturbent nos glandes endocrines, dont la thyroïde, il y a sûrement des médecins ici dans la salle, eh bien, c'est cette exposition régulière. Et à ces âges-là, ce n'est pas tant la dose que la régularité d'exposition. On prédit à cette jeunesse un cancer du sein, un cancer de la prostate, des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, peut-être une dizaine d'années plus précocement que les gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui n'étaient pas exposés à ça quand j'étais fœtus. Et du coup, je vous suggère qu'au plus vite, on garantisse un nombre croissant de producteurs. Alors, je trouve très intéressant ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour une petite commune, c'est Anglette, par exemple, faire en régie, notamment pour la logistique, parce que j'ai compris qu'il y a des problèmes logistiques. Moi, je ne suis pas spécialiste en logistique, hein, mais je réagis très positivement à ce que vous avez raconté dans les différentes tables rondes. Mais c'est quand même vrai que pour une mairie, assurer l'alimentation en produits bio pour les écoles, et en s'assurant, en travaillant en régie, alors là, les légumes arriveront pas pendant les vacances, mais soit avant, soit après. Donc c'est plus facile à gérer quand c'est géré de façon centralisée. Mais pour les grandes communes, c'est évident que c'est tout le contraire. Il faut trouver des filières logistiques, des plateformes logistiques. Le coût de la logistique, de ce que je comprends, c'est d'aller chercher les produits bio dispersés, parce qu'ils sont encore trop dispersés. Et puis après, c'est un peu aussi les redistribuer vers différentes cantines, parce qu'il n'y a pas que les écoles, il y a les collèges, les lycées. C'est là où les communautés d'agglomération peuvent fédérer quand même toute une série. J'ai entendu parler de solidarité, de coopération tout à l'heure. Je partage complètement cette idée-là. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes de logistique dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense que oui, assurer un nombre croissant d'agriculteurs, qu'on leur achètera une partie de leur production labellisée bio, à un prix rémunérateur, grâce à l'argent du contribuable. Mais c'est l'intérêt général, parce que nos gamins ne sont pas exposés aux perturbateurs endocriniens, ne sont pas d'antibiotiques dans la viande et n'ont pas d'antibiorésistance. C'est d'intérêt général. C'est logique que le contribuable paye. Moi, je trouve que la politique agricole commune devrait participer à ça. Moi, payant des impôts, je suis prêt à payer pour ça, je vous le dis tout de suite. C'est d'intérêt général. On ne manque pas quand même d'arguments, quoi. Ben voilà. C'est tout. Là, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on attend ? Merci beaucoup. C'était parfait. Merci beaucoup, Marc Dufumier. On va avoir des centaines de questions à vous poser, je pense. C'est maintenant que ça va être une longue soirée, j'espère en tout cas. Oui, j'ai peut-être été trop long, mais oui, allez-y pour les questions. À poser, les micros vont circuler. Simplement deux choses avant que ça commence. Cette conférence a été enregistrée, elle sera visible, revisible. Vous pourrez la retrouver sur le site internet de la CAPB et la diffuser, la partager, parce que je pense qu'elle est tellement intéressante qu'elle vaut le coup. Faites un petit geste pour l'environnement, partagez le lien de la vidéo de cette intervention. Et puis juste après la séance de questions-réponses, Marc Dufumier sera disponible sur le site, enfin sur le stand de la librairie le 5e art de Saint-Jean-de-Luz, qui vous propose tout un tas de références qui sont vraiment extraordinaires. Vous citiez tout à l'heure les algues vertes. Il y a la fameuse BD de Morgane Large, les algues vertes, qui est disponible. Je crois qu'il n'y a qu'un exemplaire, donc la première. Ne vous jetez pas non plus vraiment comme des fous sur le stand. Enfin, allez-y, parce que c'est vraiment plein de références hyper intéressantes. Et voilà, on est maintenant disponible pour vos questions. Les micros circulent, levez la main, allez-y, sans aucun problème. Une première. Alors, sur le devant. Bravo et merci de m'avoir fait découvrir énormément de choses. Alors, au-delà de qu'est-ce qu'on attend, moi, c'est une question tout à fait simple. Est-ce que si on n'utilise plus le protoxyde d'azote et qu'on y met des plantes, est-ce qu'on dispose de suffisamment, à l'échelon français je parlais, est-ce qu'on dispose de suffisamment de surface, de suffisamment de main-d'œuvre et accessoirement produit dans ces conditions-là, quel sera le prix de la tonne de blé et du kilo de tomates ? Très juste. Alors, 1,3 million d'hectares donc de céréales qui seraient dévolues aux légumineuses. Et ça y est, on a notre plan protéique et on exporte moins de blé en Algérie et en Égypte. À quel prix ? Eh bien, le prix, ce n'est pas que ce sera plus coûteux chez nous. De toute façon, le prix de ce que nous rapporte le blé quand on l'exporte vers l'Algérie et l'Égypte, c'est le prix du blé ukrainien, du blé roumain, où là, de toute évidence, nous, les blés à 90 quintaux. Donc, pareil, mais merci pour la question. La grande erreur qui est la cause chez nous, n'oubliez pas que nos agriculteurs vivent aussi de subventions.
Mais le blé à 90 quintaux, le produit brut est très élevé. Notre agriculture productiviste produit beaucoup à l'hectare, certes, mais elle détruit beaucoup. Elle a détruit les engrais, les pesticides, les carburants brûlés. Le tracteur a été usé. Et bien, du coup, nous, ce qui importe en France en termes monétaires, puis après, je reparle des coûts cachés, l'atrazine, les coûts sanitaires, environnementaux, autres. Mais même en termes monétaires, ce qu'il nous faut faire en France, c'est la valeur ajoutée à l'hectare. Ce qu'on a produit, moins ce qu'on a détruit. Notre agriculture productiviste est trop destructiviste. Et du coup, effectivement, avec une légumineuse, parce que j'ai peut-être un peu oublié de le dire, mais j'ai raconté quand même que la racine de la légumineuse est riche en azote et peut fertiliser la betterave ou la céréale l'année d'après. Mais c'est vrai que le rendement va diminuer. Il nous faut être très clair. Vous savez que la moitié de nos céréales, le blé en particulier, blé dur ou blé tendre, est exporté. Donc oui, nous exporterons beaucoup moins de blé. Rassurez-vous, l'Égypte, l'Algérie aura de quoi se ravitailler, que ce soit en Russie, en Ukraine, en Roumanie. Donc ça ne va pas affamer les pays du Sud. Mais le prix du blé ne va pas changer, parce que le prix du blé, c'est le prix international. Donc soit nous qui le produisons ou d'autres, il y est. Donc soyez sans crainte, oui, on accroît la valeur ajoutée, le prix ne va pas changer, et par contre, effectivement, on s'évite les importations d'engrais azotés de synthèse, les émissions de protoxyde d'azote et les importations de soja. Et on ne fait pas de tort au soja, aux Brésiliens, et on ne fait pas de tort aux Égyptiens. Voilà. Non, c'est... Oui. Et on a entendu précédemment qu'on manquait déjà de main-d'œuvre pour aller couper des arbres, qu'on manquait aussi de main-d'œuvre pour cultiver des arbres fruitiers. Est-ce qu'on ne manquera pas de main-d'œuvre ? Oui, alors, très juste, je n'avais pas répondu, il y avait bien cette double question. Alors là, c'est très clair que le métier agricole, et notamment les parties pénibles du métier agricole, ce n'est pas très attractif. Et ça, on le voit, y compris parce que parfois la fille ou le fils du fermier qui reprend la ferme des parents, c'est peut-être parce qu'il y a un autre emploi plus rémunéré, mais c'est aussi que peut-être l'autre emploi est moins pénible. Donc même parfois l'installation dans le cadre familial, parfois les gens quittent l'agriculture, il faut être très clair. Et alors quand il y a des jeunes, vous savez, ceux qui sont, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, ceux qui veulent, on en a marre de l'intelligence artificielle, les algorithmes, les calculs, on va revoir la nature, ils découvrent que le métier est pénible quand même. Alors ceux-là ont peu de surface, ceux-là ça donne plutôt à la permaculture, au maraîchage. Moi je suis totalement d'accord pour qu'on essaie de les rémunérer correctement, le ratio un revenu rentable avec un cahier des charges bio. C'est-à-dire que malgré tout, il va falloir relancer cette production. Mais cette production, maraîchage près des ports des villes, les ceintures vertes, alors les produits pondéreux pour ISAP, c'est ça pour lequel il faut faire le plus local possible. Pas d'intermédiaire et local. Moins de coûts de transport, et y compris, vous êtes au courant, une tomate qui est consommée le lendemain du jour où elle a été récoltée est riche en polyphénol. La tomate qui a voyagé pendant 3 semaines sur un camion ou resté 2 semaines à l'étalage a perdu ses vertus, ses vitamines, les polyphénols. Donc oui, il nous faut rémunérer le travail. Ça, vous avez totalement raison. Et dans les Rhônes que vous évoquez pour les arbres, je ne parle pas du Pays Basque, je suis désolé, mais dans la Drôme, etc., je vois bien, aujourd'hui, la récolte des abricotiers, des pommiers, des cerisiers, etc., on fait appel à une main-d'œuvre, mais vu y compris la législation sociale en France, comme il faudrait rémunérer correctement le travailleur, du coup, on fait appel à une entreprise espagnole qui va venir avec des travailleurs équatoriens, sous-payés, et dans une autre législation. Donc c'est clair, oui, alors, l'autre avantage d'une agriculture diversifiée, notamment quand c'est une agriculture familiale, c'est qu'on essaye d'échelonner les temps de travaux. Vous savez, je connais peu de familles où c'est la famille qui travaille pour son propre compte, où les parents disent d'abord aux enfants, on va vous remplacer par un tracteur et comme ça vous serez au chômage, ça jamais. Mais justement, pour mieux valoriser la force de travail disponible à l'échelle de la famille, c'est d'échelonner les temps de travaux. Pas de pointe de travail et pas de temps mort. Donc, quelque chose de diversifié. Parce que justement, l'échelonnement des temps de travaux, c'est les cultures ne se sèment pas au même moment, ne se récoltent pas au même moment. Et donc, il n'y a pas ces périodes de forte pointe de travail où on a du mal à trouver de la main-d'œuvre parce que soit c'est trop contraignant et on ne les paye pas assez. Mais il n'y a pas d'autre solution quand même que de rémunérer le travail. Ça, je crois qu'il faut le dire. C'est évident que les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, c'est d'intérêt général au Pays Basque, en France, au Sénégal, au Brésil. Mais par contre, résolvons la question du travail agricole, diminuer la pénibilité. J'ai rien contre, parfois dans les photos, je montre des robots, vous savez, à Saint-Émilion, j'en conviens, ce n'est pas les plus pauvres de la planète, mais ça y est, ils mettent de l'herbe entre les rangées de vignes. Donc l'eau ne ruisselle pas, et quand l'herbe sèche, de toute façon, là où il y avait une racine, il y a une galerie. Mais par contre, il faut la faucher, cette herbe. Il ne faut pas désherber, mais il faut la faucher. Moi, avoir le petit robot, un panneau solaire,
qui se réveille le matin avec le jour, qui se couche le soir avec la nuit, et qui fauche pour que l'herbe ne monte pas en graines, je trouve ça génial. Hein. Moi, si la motorisation, la robotisation, la dronisation, c'est alléger la pénibilité du travail, et puis de plus, imaginez qu'on soit obligé de faucher cette herbe à la faux. Ben, la vigne, elle reçoit des coups. Hein. Ou alors, il faut être très habile avec la faux pour faucher de l'herbe entre les rangées de vignes sans la cogner et donc la détruire. Donc oui, vraiment la question, je n'avais pas répondu, mais oui, c'est la question du travail. Oui, c'est exigeant en travail. Oui, cette agriculture sera intensive en emploi. Rémunérons le travail et allégeons sa pénibilité. Sinon, on n'y arrivera pas. Ah, moi qui voulais parler scientifique, me voilà lancé en politique. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, pardon, excusez. Hein. La ressource. Ah, j'ai écouté. Hein. Oui, et vraiment merci pour cette conférence absolument remarquable. Personnellement, j'ai bu du petit lait. Dans une de ses publications qui s'appelle Le plan de l'économie française, le Shift Project indique que il y aura également la possibilité sur les terrains qui seront rendus disponibles pour les agriculteurs de produire leurs propres biocarburants. C'est-à-dire que l'autonomie irait jusque-là. Est-ce que vous pensez, par rapport à la question précédente, que les surfaces sont aujourd'hui suffisantes, on va dire, pour assurer également cette ressource à terme? Oui, alors je sais qu'à Grignon, à un moment, le tracteur, c'était de l'huile, hein, donc de l'huile, colza, etc. Y compris le tracteur de la ferme de Grignon, quand j'étais dans cet établissement, on l'appelait la friteuse, parce que ça sentait la friture. La question, du coup, j'élargis un peu le sujet, mais je crois qu'effectivement, la question, alors à la fois pour l'agriculteur pour devenir plus autonome, et puis même pour la nation pour devenir plus autonome, la question, je reviens sur la photosynthèse et l'énergie solaire, c'est quel meilleur usage on peut faire de cette énergie solaire sur le territoire français, et après peut-être réparti selon la région, Pays Basque, Bretagne et ailleurs. La première chose, je pense, c'est comme les calories élémentaires, c'est-à-dire la question de est-ce qu'on aura suffisamment de céréales pour nourrir le peuple français, et on ne peut plus légitime. Alors la réponse est très largement oui, hein, donc parce qu'on est très très excédentaire. Donc c'est, je pense, les calories élémentaires, mais pas au-delà de nos besoins. On n'est pas obligé de ruiner les paysans qui travaillent à la main dans les pays du Sud avec nos excédents de céréales ou de pommes de terre. Donc, première chose, calories élémentaires, c'est la première nécessité. Et deuxième chose, avant de penser à des carburants alternatifs, à des énergies à partir de la biomasse, les légumineuses. Parce que là, les légumineuses, c'est la principale économie en énergie fossile qu'on puisse faire. Si on parvient à faire nos légumineuses et nos protéines avec l'énergie solaire, photosynthèse de la légumineuse, et non pas de l'énergie importée. Et puis quand on aura notre souveraineté calorique et protéinique, 1,3 million d'hectares, certains disent 1,3, 1,4 million d'hectares sur les 28 millions d'hectares au total. Hein. C'est donc parfaitement faisable. Alors après, je veux bien qu'on se pose d'autres questions. Est-ce qu'il faut produire des fibres pour le lin? Est-ce qu'il faut du bois pour la construction? Est-ce qu'il faut des molécules médicinales pour la pharmacopée? Ou est-ce qu'il faut des agrocarburants? Alors j'élargis le sujet, j'espère que vous n'en voulez pas. Il y a des choses pour lesquelles on a été un peu trompé. Et d'ailleurs, des gens de bonne foi au début s'étaient trompés. C'est, avec du maïs, on peut produire de l'éthanol. Si on satisfait notre plan calorique, notre plan protéique, les fibres, enfin tous nos produits de première nécessité, l'éthanol, avec du maïs ou du sucre de betterave. Alors vous savez qu'il y a des calculs en économie par filière, que ce soit la compétitivité en monnaie, que ce soit la consommation d'énergie fossile, donc l'agrodiesel avec le colza, combien ça produit d'énergie en substitution d'énergie fossile. Et on a essayé de faire le calcul pour voir si c'était positif. Et puis voilà, donc il y a des calculs aussi en contribution au réchauffement climatique, c'est-à-dire en équivalent carbone. Mais on fait toujours des analyses filières. Et donc les premiers calculs étaient formels. Oui, qu'on fait du colza pour faire de l'agrodiesel. On regarde la consommation d'énergie fossile depuis très haut, hein, depuis la mine de phosphate, j'allais dire, jusque, évidemment, l'agrodiesel. On regarde combien on a consommé d'énergie fossile et on regarde combien on a produit d'énergie alternative. Et le premier bilan était positif. Et aujourd'hui, on dit, ben non, c'est faux. C'est au contraire négatif. Où est l'erreur? Quand les gens disaient, on a fait l'analyse de filière, alors c'est la même chose quand vous parlez en équivalent carbone. Les cycles de vie, vous verrez, c'est toujours filière, filière, filière. C'est tout le contraire d'écologie et le territoire. Mais voilà. Alors, où est l'erreur? Pourquoi aujourd'hui, on est capable de dire faux? Faux. Alors, c'est parce qu'on a oublié un truc. Mais l'huile de colza, qui a servi à faire l'agrodiesel, du coup, il ne sert plus pour la salade. Et du coup, comment on fait pour la salade? On va accroître le rendement de l'autre parcelle de colza à côté?
avec de l'engrais azoté de synthèse, coûteux en énergie fossile. Ah, on a oublié. Donc le mensonge est par omission. La plupart des mensonges, quand c'est très polémique sur des sujets pas simples, j'en conviens, hein, le sujet qu'on aborde, n'oubliez pas, beaucoup de mensonges, c'est par omission. Et souvent, c'est un peu par technocratisme. Et alors évidemment, il se peut aussi que des défenseurs aujourd'hui de l'agrodiesel mentent volontairement. Moi, j'ai rencontré des lobbies quand même dans ma vie professionnelle. Hein. Donc je ne vous dirais pas que ça n'existe pas. Mais pour l'éthanol et pour l'agrodiesel, on est formel aujourd'hui. On produit moins d'énergie de substitution qu'on a consommé d'énergie fossile. Et la question se pose doublement aujourd'hui, mais là, je n'ai pas les chiffres, je me dois d'être honnête avec vous, sur la méthanisation et sur l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire quand le voltaïsme n'est pas sur les toits des étables et des maisons, mais sur des terres agricoles. Là, je n'ai pas les chiffres. Mais je vous dis juste le raisonnement, d'abord parce que je pense que d'une région à l'autre. Alors d'abord, le bel exemple de méthanisation, où c'était exactement ce que vous voulez dire, moi, la première unité de méthanisation que j'ai rencontrée dans ma vie, ça commence à dater, hein, c'était au Vietnam. C'était des toutes petites unités de méthanisation, juste pour le chauffage de la cuisine, dans un pays où il n'y a plus de bois de chauffe, parce qu'ils sont tellement peuplés qu'ils sont tous déforestés. Puis dans des régions rizicoles, il y a très peu de bois. Donc ils avaient trouvé une solution, le méthane, mais c'est des toutes petites unités. Et puis c'est pas pour faire l'électricité, c'est pas pour aller dans un réseau, un truc. Donc oui, la méthanisation, notamment quand elle est petite et qu'elle recycle de nouveau en local ou circuit court, je ne sais pas quel est le meilleur terme pour dire ça, oui, là, je suis très pour. Et donc, il ne faut pas exclure que oui, il y a des possibilités. Je veux dire, la friteuse, c'est oublié hein, aujourd'hui. Le grignon, on a un peu oublié. Mais par contre, sur l'utilisation de l'énergie solaire pour des énergies alternatives aux énergies fossiles, pour le méthane, je pense que dès qu'il y a des cultures dédiées, c'est mon hypothèse, mais que pour le méthane, on se trompe exactement comme pour l'éthanol et autres. C'est-à-dire que le carbone du méthane, c'est H4, hein, le méthane, c'est du carbone. Ben, s'il n'est pas dans l'humus des sols, on perd des productions. Si ça ne sert pas à l'alimentation des cochons, comment on fait pour les cochons? Est-ce qu'on va déforester davantage au Brésil? Parce que, pareil, hein, pour l'agrodiesel, l'huile de colza, on peut aller chercher l'huile de soja. Oui. Et la déforestation, je ne vous raconte pas, c'est absolument pas conforme à l'intérêt général. Donc il faut faire les calculs, mais sans oublier les effets collatéraux, les coûts cachés, les externalités négatives. Et en fait, le concept en économie, c'est coût d'opportunité, le coût des occasions perdues. Je fais quelque chose avec quelque chose qui ne coûte rien, que ce soit une main-d'œuvre. La raison d'ailleurs pour laquelle, finalement, les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, c'est rentable pour la nation et pas forcément rentable pour l'agriculteur. Ben, l'agriculteur, s'il est obligé d'employer de la main-d'œuvre, il est obligé quand même de la payer correctement, c'est normal. Pour lui, c'est un coût. Mais mettre un chômage au travail en France, production perdue. Il n'y a pas de coût d'opportunité. Quand vous mettez un chômage au travail, certes, pour celui qui le paye, c'est une perte, mais pour la nation, le produit brut, le revenu national ne diminue pas. Au contraire, il augmente puisqu'il va produire et ajouter de la valeur. Donc c'est vrai pour les terrains. Quand on utilise un terrain pour faire du colza pour l'agrodiesel, ben, ce n'est pas du colza pour l'huile de salade. Et c'est vrai pour la main-d'œuvre. Quand vous employez un chômeur, ben, c'est peut-être un coût pour celui qui l'emploie, certes, et c'est coûteux, etc. Il faut le payer suffisamment pour que ce soit attractif, qu'il accepte de travailler péniblement. Et la nation, elle, n'a rien perdu. Et c'est ça qui fait qu'il faut faire les calculs des deux points de vue, l'intérêt général et l'intérêt de chacun. Et quand j'interroge les politiques, parce que ça m'arrive quand même de leur suggérer, ben, mettons en place des politiques qui rendent compatible l'intérêt privé des gens avec l'intérêt général. Et là, franchement, je pense, rémunérons le travail pour les services environnementaux. Si c'est un service d'intérêt général, c'est logique que le contribuable paye. Mais 9 milliards d'euros distribués en fonction des surfaces, enfin, sur les 9 milliards d'euros de la PAC, il y en a 7 qui sont en proportion des surfaces. Bon, les subventions proportionnelles en hectare, on met fin et on rémunère les gens en fonction du travail par la voie contractuelle. Je vous ai présenté mon programme. J'attends les 500 signatures. Non, il ne faut pas applaudir quand. Oui, je vous en prie, pardon. Bonjour. Marc Ansoli. Oui. Alors, je vous remercie. J'ai déjà eu la chance de vous avoir écouté. J'ai fait depuis un diplôme universitaire transition agroécologique paysanne à Anglette. Et en fait, j'ai fait mon mémoire autour de justement les services rendus par la nature et notamment ce qu'on appelle la comptabilité écosystémique du capital naturel, donc de comment réussir à rémunérer ces externalités positives justement. Et alors j'en parle parce qu'il y a eu aussi, on a beaucoup parlé de SKIC, mais je me suis beaucoup intéressé à la SKIC Coopérative Carbone de La Rochelle, qui est une plateforme de financement et qui permet de mettre en relation justement des porteurs de projets et des entreprises dans le cadre de leur politique RSE.
Mais c'est surtout, en fait, j'avais une question par rapport au logiciel de cartographie et de modélisation de ces services écosystémiques, parce que vous avez parlé d'approche logistique, systémique et holistique. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est un très bon outil de pilotage à l'échelle d'un territoire de développer ces logiciels. Ok, alors merci pour la question. Pareil, à chaque question, j'ai envie de faire une conférence entière. Alors, déjà, je proposerai la chose suivante. Dans le monde scientifique, en tout cas, c'est acquis. Le service écosystémique, c'est le service de l'abeille. C'est le service de l'écosystème. C'est des services que nous rendent les êtres domestiques, sauvages, etc. Et moi, quand je dis qu'il faudra rémunérer les services environnementaux, je parle au contraire de, éventuellement, le contribuable va payer un service, et là, c'est le travail de l'agriculteur. Donc, je vous suggère déjà qu'on sépare bien les services écosystémiques, et il se peut d'ailleurs qu'un agriculteur, quand il ressuscite des abeilles, nous rende un service environnemental, parce que ça nous fait un service écosystémique. Mais le service écosystémique, c'est la nature. Le service environnemental, c'est le travail de l'agriculteur. Alors évidemment, les services écosystémiques, je vous dis ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'économistes, enfin c'est compliqué, notre truc, qui ont envie de privatiser le vivant, qui ont envie de privatiser le carbone, ils ont envie de privatiser les abeilles. Et du coup, ils disent on va mettre un prix au carbone. Alors remarquez, dans la comptabilité d'une ferme, c'est quand même vrai, c'est un peu bizarre. On met en positif les recettes, on met en coût les coûts dans la colonne de gauche, et y compris quand il y a 2 veaux qui meurent, la perte d'inventaire, la variation d'inventaire, on le met comme un coût. Il a perdu, voilà, parce qu'il y a 2 veaux qui sont morts. Et quand le taux de matière organique et le taux de carbone dans le sol diminue, on ne le met pas dans la comptabilité. Quand il y a des pollinisateurs qui s'effondrent, on ne le met pas dans la comptabilité. Donc j'en conviens, la tentation de dire il faudrait mettre un prix au carbone, il faudrait mettre un prix aux abeilles, est très tentant. Et une cartographie, évidemment, alors là on est vraiment dans des logiciels et des choses, ça peut être passionnant, ceci étant, et on ne manque pas d'outils. Mais par contre, je pense que le plus urgent, et là la cartographie est beaucoup plus difficile, c'est que, ok, c'est vrai, mais avant tout ça, il importe, de toute façon, qu'on séquestre du carbone dans les sols. Effectivement, on atténue le réchauffement climatique. Je comprends qu'il y a un prix au carbone. Mais s'il y a de l'humus, ça va accroître la rétention en eau et les éléments minéraux. Il y a moins d'inondations dans la vallée. La seule séquestration du carbone, pour moi, il y a déjà 3 services. Et donc moi, je rémunère les 3 services à la fois en demandant à l'agriculteur, voilà, politiquement, c'est convenable, c'est conforme à l'intérêt général, j'en conviens. Maintenant, c'est du travail, c'est de la pénibilité. Dites-moi à quel prix vous pouvez me rendre ce service. Et du coup, moi, je ne parle plus de service écosystémique. Je parle de service environnemental d'intérêt général. On aurait pu appeler ça contrat territorial d'exploitation il y a longtemps, mais c'est le service. Et en fait, derrière la séquestration de carbone, il y a déjà 3 services rendus. La stabilité structurelle du sol et moins d'inondation dans la vallée, la rétention de l'eau, et la diminution du gaz carbonique. Donc, et je dirais pour presque tous les services environnementaux, puisque tout est lié. C'est ça l'agroécologie, c'est le fait que tout est lié. Voilà. Et du coup, l'histoire de compensation carbone, de crédit carbone, et mettre un prix au carbone, je crains qu'on soit en train de privatiser des biens communs. Voilà, c'est un peu mon opinion, un peu comme parfois, peut-être, quelques grandes bassines. C'est de l'eau qui appartenait à tout le monde, et il faudrait veiller à ce que ça ne sert pas aux intérêts de quelques-uns seulement. Pardon, oui. Oui, je voudrais revenir sur la question d'augmentation du travail en agriculture et d'augmentation forte des salaires, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que vous avez exprimé. Une des conséquences, naturellement, va être une augmentation des prix pour le consommateur. Comment voyez-vous les mesures qu'il faudrait prendre, à la fois pour mobiliser le consommateur et pour l'aider à faire face à cette nouvelle organisation? Oui, alors, je pense que... Alors, en fait, il y avait le cours d'agroécologie scientifique et maintenant, il y a le citoyen engagé. Mais je fais exprès un peu de séparer la partie scientifique et des positions qui sont d'ordre politique, et vous faites ce que vous voulez de mes positions politiques. Oui, il est clair que pour favoriser, par exemple, une agriculture de terroir, AOP et bio, c'est le consommateur qui paye, et soit parce qu'il est gourmet, il prendra l'AOP ou Soirati et autres, j'en fais partie de ceux-là, et soit il achètera bio pour des raisons essentiellement, souvent beaucoup plus sanitaires qu'environnementales. Parfois une prise de conscience environnementale, mais c'est souvent pas de perturbateurs endocriniens, pas d'antibiotiques dans la viande, pas d'hormones dans le lait. Voilà. Et à la limite, qu'on achète un produit à un producteur de qualité,
Moi, si je veux, excusez-moi, je suis normand, le vrai camembert de Normandie au lait cru moulé à la louche, d'ailleurs, je ne suis pas le seul normand, d'ailleurs, ici, sur cette salle, je vois ça, la question me vient d'un normand, mais l'éleveur, il me dit, moi, je ne peux pas vous faire en dessous de ce prix-là. Et je pense qu'il faut quand même maintenir ça. Mais par contre, pour que des bons produits soient accessibles, il faut qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui y participent. Et du coup, je pense que c'est la rémunération du travail par le contribuable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. Et du coup, les bons produits quand même qui en résultent deviendront plus abondants. Peut-être que le prix du produit AOP baissera. Je veux dire, c'est ça que craignent les gens du comté, pour être très clair. Ils craignent qu'un jour, alors surtout avec le discrédit et les pollutions en nitrate, ils ont peur que ça s'effondre. Mais s'il est vrai que les bons produits deviendront moins chers, parce que plus nombreux, parce que les agriculteurs sont payés pour les services environnementaux, le bon produit sera accessible à des couches modestes, c'est quand même ça l'objectif, qu'il soit accessible à des couches modestes, mais les éleveurs sont correctement rémunérés pour les services environnementaux, le revenu ne diminue pas. Voilà, c'est la seule façon de concilier, à mon avis, les deux, c'est de bien séparer le contribuable, le travail d'intérêt général, le consommateur, la qualité du produit, et ce n'est pas incompatible. Mais il ne faut pas réserver le bio et AOP aux bourgeois bohèmes et le reste au commun des mortels. Je sais que ce n'est pas très audible ce que je raconte, mais j'en ai déjà parlé à des ministres. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro derrière ? Bonsoir, moi je m'appelle Chabi. Je voulais juste vous témoigner de quelque chose, c'est que je suis un peu ici par hasard, parce que j'étais venu faire du surf cet après-midi, et les vagues sont beaucoup trop grosses pour moi. Du coup, je suis venu voir l'exposition, et j'ai passé l'après-midi avec vous, là, et j'ai appris plein de choses. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions, et de m'avoir envie de creuser encore un peu le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Non, écoutez, c'était un plaisir pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ? Oui, bonjour, Francis Pruneau, je suis berger à la retraite et responsable d'une association qui est Eskola Herriko Laborantza Ganbara, la chambre alternative du Pays Basque. Je pense que l'exposé que vous nous avez fait est peut-être loin de la préoccupation des paysans, qui ont certainement oublié tous leurs cours de base d'agronomie et qui sont plus préoccupés actuellement par les papiers qu'ils remplissent et du montant d'aide qui va découler, qui résume en fait finalement pratiquement leurs revenus. Donc là, on a, je dirais, quelque part un déficit, une inadéquation entre l'économie et le rôle du paysan dans la société. Et on est à faire une proposition ici sur ce territoire Pays Basque, de mettre autour de la table, non pas autour des chambres d'agriculture, mais plutôt autour d'un office de l'agriculture et de l'alimentation, avec toutes les composantes de la société, des paysans, qui sortent de leur sectarisme et de leur corporatisme étroit, avec des représentants des citoyens, des consommateurs, des gens sensibles à l'environnement. Et je pourrais, pourquoi pas, se mettre à rêver de se dire que pourquoi pas, avec les gens de la CAPB, négocier l'enveloppe de la PAC et raisonner une politique agricole dans l'intérêt du bien commun et général du territoire. Et je pense que ça pourrait être un élément pour essayer de répondre à votre question de la fin, quand est-ce qu'on s'y met et quand est-ce qu'on se met au travail localement pour vraiment avancer dans le bon sens. Alors, je partage ce point de vue. Alors, moi, au cours des tables rondes, j'ai entendu des choses quand même plutôt de coopération, de filière logistique. Enfin, on sent quand même qu'il y a un effort qui va dans le sens que vous signalez. Mais effectivement, je pense, alors, la réforme de la PAC, il faudra évidemment qu'on puisse agir à un autre niveau que le seul Pays Basque. Mais je pense qu'effectivement, si un jour on veut que les subventions réparties en fonction des surfaces, dans les conditions que vous dites, remplir des lignes, des colonnes, les co-conditionnés, enfin vraiment c'est scandaleux, je veux dire, cette façon de s'adresser aux agriculteurs et qu'ils puissent redevenir droits dans leurs bottes, je pense que oui, l'échelon local, alors on dit pays, on dit terroir, on dit ce genre de choses, le pays dans le sens pays, paysan, paysage, c'est-à-dire y compris culturellement, je veux dire, très clairement, je pense que oui, c'est un lieu
parfaitement adéquat, et du coup, la communauté d'agglomération est peut-être le lieu idéal pour ce genre de choses. Et moi, je suis vraiment pour, oui, consommateurs, paysans, citoyens autres, je veux dire, mais tous unis autour de ça, avec les élus. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Les environnementalistes, les paysans, les consommateurs. Je pense que le geste, chacun de nos gestes, en tant que... Moi, je dis souvent que notre consommation, c'est comme un droit de vote. Plus on est nombreux, ça a été dit aussi dans une des tables rondes. Hein. C'est-à-dire que quand, avant le Covid et pendant le Covid, ben, il y a eu une demande plus grande de produits labellisés bio ou AOP, et ça se vendait à des bons prix. Donc, la somme de nos comportements de consommateurs peut avoir un effet macroéconomique. Et je ne vous cache pas, puisque j'ai eu la chance, enfin, ou malchance, j'en sais rien, de rencontrer presque tous les ministres à cette époque-là, je disais, mais attendez, j'ai vu en tête de gondole des produits labellisés bio et équitables. Et vous ne semblez pas bouger. Et évidemment, les grandes et moyennes surfaces, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont importé. Et aujourd'hui, maintenant que c'est l'inverse, effet macroéconomique, mais à la baisse, parce que le pouvoir d'achat diminue, ben, c'est vrai que ça devient difficile. Et du coup, ça y est, la logistique des grandes et moyennes surfaces avec l'importation, elle est en place, et ça nous coûte très cher. Donc moi, je pense que oui, il sera un changement de politique agricole commune pour qu'il y ait des financements pour faire ce que je vous raconte, mais oui, que les collectivités territoriales et les associations de collectivités territoriales, les élus se réunissent avec des gens engagés sur l'environnement, avec des paysans engagés dans la production, avec les consommateurs, je crois que c'est indispensable. Et à chaque fois, d'ailleurs, moi, quand je rencontrais des ministres, je vous parle d'un autre niveau, les ministres, j'ai observé, ils m'écoutaient quand il y avait, par exemple, j'ai rencontré, je sais que tout est enregistré, donc il faut que je fasse très attention, mais j'ai rencontré M. Michel Barnier quand il était ministre de l'Agriculture. Et je vais vous dire, j'étais son fonctionnaire, hein, y compris à l'époque, c'est lui qui m'invitait, et bien il m'écoutait. L'agroécologie, alors il avait été ministre de l'Environnement précédemment, mais voilà quelqu'un que je trouvais m'écouter très très intelligemment. Pourquoi? C'était le Grenelle de l'environnement. Il y avait eu le pacte de la Fondation Nicolas Hulot, le président avait promis un Grenelle de l'environnement, il fait le Grenelle de l'environnement, tout le monde s'est réuni, il y a une pression sociale pour que ça y est, on change les choses. Voilà. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, un moment, un salon d'agriculture, je crois, le président dit « Oh, l'environnement, ça commence à bien faire ». M. Michel Barnier est écarté, et alors il avait quand même constitué un comité stratégique, CSAAD, comité stratégique pour l'agriculture et l'alimentation durable, et il m'avait nommé dedans. Donc, pour conseiller l'agriculture. Mais c'était pour 3 ans. Et puis, donc, même pas un an après, changement de ministre. Et le ministre suivant, très courtois, continuait de réunir ce CSAAD. Et c'était vraiment un ministre, je veux dire, d'une courtoisie. Vraiment une courtoisie. Quand vous serrez la main, c'était d'une politesse remarquable. Et puis après, ça a été Stéphane Le Foll, 5 ans, avec qui je me suis bien entendu et beaucoup disputé sur la méthanisation et sur des choses de ce genre. Ce fut Stéphane Travers, je vous raconterai un repas bio que j'ai très mal digéré. Donc, mais à chaque fois, Grenelle de l'environnement, Convention pour le climat, États généraux d'alimentation, à ce moment-là, les gens écoutent. Ça y est, ils écoutent. Le discours du scientifique n'est écouté que si la société civile s'empare des sujets et va interpeller ses élus. Donc mon discours n'a servi à rien ce soir. Si les élus... Oh, pardon, il y aura des élus aujourd'hui, ils vont trouver que vraiment, j'exagère, j'en conviens. Mais en fait, c'est décisif. Hein. C'est la société civile et l'unité. Consommateurs, terre de liens, AMAP, montrer qu'il y a des prototypes, certes locaux et tout, mais par contre, le changement d'échelle, c'est parfois difficile. Association de parts d'élèves, on exige des trucs. Mais tout le monde associatif, allez, on se mobilise, génération future, je fais des procès parce que vous n'êtes pas conforme à la COP21, dénoncer des accords, y compris, vous savez, dénoncer les accords de Blair House. Vous savez, cet accord commercial qui nous interdit de mettre des droits de douane à l'importation de soja. Moi, je vous dis tout de suite, ça ferait le plus grand bien aux Brésiliens, ça peut vous assurer, ça ferait le plus grand bien aux Brésiliens que nous mettions des protections à l'importation de soja. Et bien, cette idée-là, elle est sortie à la Convention pour le climat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sans filtre. Bon, j'attends un peu encore. Mais, donc, c'est à ce moment-là que je trouve que certaines idées ressortent. Taxer les engrais azotés de synthèse, certes, c'est une taxe carbone, mais tout de suite après, vous rémunérez la légumineuse. Et bien, l'agriculteur, droit dans ses bottes, hein, je ne parle pas du conditionnel, etc., droit dans ses bottes, la fertilisation chimique devient coûteuse. La fertilisation légumineuse devient rentable. Il décide lui-même, sans condition, par lui, de faire ce qui est plus rentable dans les nouveaux rapports de prix. Cette idée-là, elle est ressortie aussi, mais par contre, de nouveau abandonnée au moment des États généraux de l'alimentation. Donc, les quelques moments où je sens qu'il y a de l'écoute, c'est ça.
Je ne sais pas si je réponds bien en commentaire à la question, mais non, on va tous se mobiliser, tous unis. Et puis à l'échelle régionale, je trouve que l'échelle régionale, l'échelle du pays, comme on dit, est un lieu absolument décisif. Là, la concertation, c'est décisif. Pardon. Merci Marc Dufumier, le message est bien passé. On vous retrouve en dédicace au stand de la librairie. Merci encore. On a juste très rapidement. Et on se retrouve ici demain et toute la semaine pour les soirées thématiques. Merci beaucoup. Excusez-moi, en fait, je voulais juste dire un dernier petit mot. En fait, je suis journaliste pour la République des Pyrénées. Voilà, en fait, j'ai assisté du coup moi aussi à toute la journée. Je vais pas parler très longtemps. Hein, voilà, c'est très rapide. J'ai bien compris qu'il y avait le cocktail après. Voilà, donc non, c'était juste pour dire merci à tous les intervenants, voilà, aussi vous. Enfin, vous avez été vraiment super. Enfin, je suis encore presque un tout petit peu ému de tout ce qui a pu être dit. Voilà, c'était juste un petit. Voilà, en fait, en gros, si vous voulez, j'aurais aimé poser plein d'autres questions, mais là, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps à cause de tout ce qu'on vient de se dire. Et puis bon, peut-être que vous en avez un peu marre aussi de la journée. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, c'est plutôt assez prévu. Bon, après. En revanche, il y a quand même peut-être juste une petite chose. Il y a une chose que vous me permettez une seconde, peut-être un détail, juste un petit quelque chose que j'ai entendu et qui voilà, c'est quel avenir pour le vivant. Voilà, moi j'ai entendu ça au tout début de la journée et en fait c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt assez juste. Voilà, je voulais en fait peut-être. Alors c'était pas à moi de conclure, hein, j'en ai conscience, mais. Attendez, mademoiselle, peut-être que... Attendez, quand même, on peut peut-être laisser la parole à cette jeune femme. Je suis professeure d'art plastique donc au Collège Marac à Bayonne et je voulais dire que j'ai beaucoup entendu que les outils appartiennent aux citoyens et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup. Voilà. Oui, et puis aussi, ce qui était intéressant, en plus, c'est cette dame qui l'a dit tout à l'heure, c'est que en fait, l'écologie n'est pas punitive, hein, c'est le manque d'écologie qui l'est, et notamment par rapport